Eh ben go, c'est parti. Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact, le podcast donc pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir viral sur LinkedIn en 2026. Et aujourd'hui, on reçoit Yanis, expert LinkedIn, expert vraiment sur tout ce qui est viralité LinkedIn. Hop, comment tu vas, Yanis? Hello! Bah écoute, ça va très très bien. Merci de prendre ce petit moment pour faire un live. Je pense que ça va être très très sympa. Full valeur. Évidemment. Je ne vais dire que des choses basées sur la data, vous allez voir les amis. Je sais pas, est-ce que je me présente ou quoi ou... J'allais te le dire. Tu peux te présenter, qui tu es, ce que tu fais, comment tu t'es lancé. Dis-nous tout. Ça marche. Yanis, 24 ans. De base, je suis développeur de formation, donc je suis dans ma chambre et j'écris des petites lignes de code comme ça, tac, tac, tac. Et je suis arrivé sur LinkedIn il y a à peu près 2 ans. J'ai réussi à générer beaucoup de clients grâce à LinkedIn. Je suis devenu coach dans l'accompagnement de quelqu'un d'autre sur LinkedIn. Bon, je passe tous les détails, mais grosso modo, j'ai lancé une extension, un outil LinkedIn qui s'appelle LinkUp, qui est utilisé par 1000 personnes. Et je suis en train de développer un deuxième outil. Et ce qui est vraiment intéressant sur ces deux faits-là, c'est que du coup, j'ai des centaines, voire des millions de commentaires, de posts en base de données que j'ai analysés avec des dizaines d'algorithmes différents. Et j'abuse pas le nombre, c'est vraiment des dizaines d'algorithmes différents. Et donc, on va pouvoir un petit peu analyser et prédire ce qui va se passer en 2026 et comment avoir les meilleurs résultats en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant que coach sur LinkedIn en 2026, basé sur des data et pas sur mes intuitions, sur mon signe astrologique. Voilà. Et ben là, je pense que tu as fait la meilleure intro qu'on pouvait faire. L'avantage, c'est que là-dessus, je vais pouvoir t'aider aussi parce qu'on a à peu près le même nombre d'abonnés, donc c'est cool. C'est vraiment nos deux grosses expertises à tous les deux, LinkedIn. Donc c'est trop bien. Et ben pour commencer, donc tu t'es bien présenté. Ça fait depuis quand que tu utilises LinkedIn? Ça fait à peu près 2 ans. Et je m'y suis mis parce que j'étais développeur et j'avais lancé un projet SaaS. Donc un SaaS, c'est une application qui fonctionne par abonnement avec d'autres partenaires à moi. Et je me suis dit, mais attends, c'est trop bizarre. On partage les parts en 25% chacun. Donc on était 4. Donc moi, j'avais 25%. Et j'avais l'impression de travailler tout le temps par rapport aux autres gars qui créent juste du contenu. Je me suis dit, mais attends, c'est trop bizarre. Je fais tout le travail. Eux, ils créent juste du contenu et ceux qui ont aussi 25%. Et du coup, je me suis mis aussi à créer du contenu de base pour ça sur LinkedIn. Ça a plutôt bien marché. Et surtout, pourquoi je suis resté, c'est parce que même si personnellement, j'aime pas trop LinkedIn, je trouve ça assez hypocrite, assez oh, t'es trop fort, frérot, et tout, on est tous là. Je vais pas dire de mots bizarres, mais je reste en fait parce que ça apporte d'excellents résultats, tout simplement. Et du coup, je suis piégé parce que j'aime pas trop la plateforme et en même temps, je crée tous mes outils dessus et j'ai plein de clients grâce à ça. Donc voilà. Mais je pense que c'est un peu tous notre cas. Je pense que ouais, moi c'est pareil. Quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'aimais pas. Et puis à force, tu te prends au jeu, tu arrives à trouver des tips pour créer du contenu plus vite, à être visible, à être viral. Puis quand tu commences à avoir tes premiers clients, tu te dis c'est peut-être beaucoup plus simple qu'Instagram, tout ça, faire des montages vidéo, publier je sais pas combien de fois par jour. Finalement, tu te prends au jeu de LinkedIn. Donc c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Et alors, j'ai critiqué LinkedIn. C'est vrai que moi, une des choses, par contre, que j'adore, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui sont super intéressants. On est quand même sur une plateforme avec des entrepreneurs, des gens qui se cultivent au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un aspect trop cool. Mais c'est vrai que c'est plus l'aspect, aller envoyer des commentaires, de la force, de façon hypocrite, des contenus des fois qui sont inintéressants, etc. Mais c'est vrai qu'aussi, de manière générale, créer du contenu sur LinkedIn, c'est très accessible et ça apporte des résultats assez vite. Contrairement à des plateformes comme YouTube, où moi j'ai créé du contenu sur YouTube, il faut faire le montage, il faut faire des fois du storytelling, ça prend énormément de temps et c'est beaucoup plus dur de convertir parce qu'il n'y a pas de messagerie en fait sur YouTube. Sur YouTube, si quelqu'un commande ton post, comment tu le contactes, le gars? Tu peux pas trop. Il a son petit pseudo. C'est ça, c'est impossible. Alors que sur LinkedIn, il suffit que tu aies 5 likes. Tu vas voir qui t'a liké, tu leur envoies un message et tu leur dis ok, qu'est-ce qui t'a plu? Peut-être qu'est-ce que je peux t'aider un peu plus? Et tu peux aller générer des clients comme ça. Alors que YouTube, faut plus complexe possible. Mais Instagram, pareil, faut faire des montages vidéo. Enfin, pas forcément des montages vidéo, mais pour celui qui est pas à l'aise dans la vidéo, compliqué, quoi. Donc, donc on va vous donner tous les tips qu'on a mis en place chez nous pour avoir de la visibilité sur LinkedIn, avoir nos clients et à dépasser tous les deux les 11 000. Je sais plus, t'as combien? T'as 11 700, je crois, j'ai vu ce matin. Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. 11 700. Après, j'avoue que je regarde pas trop personnellement cette stat des abonnés et j'invite les gens à faire pareil parce qu'il y a des gens qui ont 60 000 abonnés, ouais, qui ont 10 likes par post, t'en as qui ont 5 000, t'en as qui ont gagné vraiment des abonnés parce qu'ils ont fait du contenu et que les gens se sont abonnés, t'en as d'autres comme moi, je l'assume, qui ont fait de la prospection, du setting. Donc le setting, c'est le fait d'envoyer des messages de façon automatisée à des gens et du coup qui ont grimpé en abonnés grâce à ça. Mais est-ce que c'est vraiment des abonnés? Pas trop. Voilà.
Je prends toujours l'exemple que tout le monde connaît, Luther, qui n'a pas énormément d'abonnés, enfin 6000 quand même, mais qu'on a quand même 5-6 000 de moins que nous, et qui fait 150 j'aime par post, quoi. Et que tout le monde commente, etc. Donc, ouais, plutôt avoir des abonnés qualifiés et créer du bon contenu. Mais là, tu vas nous donner des tips et je vais vous donner des tips pour ça. Et ça fait depuis quand que tu utilises LinkedIn vraiment beaucoup plus sérieusement? Bah, en réalité, depuis très tôt, dès le début, en fait, depuis que je m'y suis mis à l'utiliser, je l'ai utilisé dès le début très sérieusement. J'ai créé du contenu tous les jours, j'ai un peu tout essayé. Je suis monté une fois à 3 posts par jour. On discutait tout à l'heure du fait de poster 2 fois par jour. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça l'est pas? Je testais de poster le matin, le soir, de commenter, de pas commenter. J'ai pris quelqu'un qui gérait mes commentaires. J'ai créé mon outil qui gérait j'ai à peu près tout fait dans tous les sens. Et bon, on va pouvoir en discuter de toute façon. Ok. Et c'est à partir de quand que tu t'es dit que c'est vraiment un levier business fou, LinkedIn? Très vite. En vrai, c'est pour ça que j'avoue que je suis pas fan de LinkedIn, mais en même temps, c'est une relation un peu toxique parce que je trouve que c'est trop bien comme plateforme. Parce que à partir de mes premiers posts, en fait, j'ai réussi à avoir des clients. Moi, quand j'étais indépendant, donc je développais des applications pour les gens. Les gens m'appelaient, ils disaient, hey Yanis, j'ai besoin d'une application. Ok, je te donne, tu me payes 10 000 balles et je te la fais. Et j'arrivais à générer entre 4 à 7 prospects chaque mois uniquement grâce à LinkedIn. Alors que j'avais YouTube, alors que j'avais X, c'est vraiment LinkedIn qui faisait 80% des prospects. J'étais en mais attends, c'est trop simple LinkedIn en fait. Surtout que j'avais pas énormément de visibilité. À l'époque, je devais avoir 2000 abonnés, mais c'est pour ça que je dis les abonnés en vrai, t'en as même, ils sont là depuis 4 ans, ils ont 100 000 abonnés, mais bon, parce qu'ils étaient là les premiers quoi. Donc voilà. Donc ouais, très très tôt, et en fait très très tôt j'ai eu des résultats. C'est aussi pour ça que je suis resté, contrairement par exemple à une plateforme comme X, donc Twitter, sur laquelle je suis allé créer du contenu. Mais je suis pas resté parce que c'était trop prise de tête, ça demandait trop d'énergie, trop peu de résultats, etc. YouTube aussi, j'ai essayé. Je compte peut-être m'y remettre parce que c'est un réseau qui est passionnant, parce qu'il y a la vidéo, voilà, c'est autre chose. Mais pareil, ça demande une énergie et tout, un truc de fou. Alors que faire son post sur LinkedIn tous les jours, faire sa routine de commentaires et faire la prospection, donc c'est les 3 choses selon moi qu'il faut faire sur LinkedIn pour réussir. Hein, c'est un peu les 3 piliers principaux. Bah, si tu as les bons outils, tu as les bonnes méthodes, etc., mine de rien, ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour le résultat que ça apporte. C'est même un peu choquant, quoi. Ouais, je pense en 2-3 heures par jour, tu peux faire le taf. Hein. 2-3 heures par jour. Ouais, je pense. Hein, tu vois, tu commentes, enfin, tu postes ton post, tu commentes. Moi, je conseille toujours 15 minutes avant, 30 minutes après. C'est 3 quarts d'heure. Un petit 2 heures de prospection si tu veux avoir pas mal de leads. 2-3 heures, c'est faisable. C'est largement faisable, je pense. Hein. Ouais, bah c'est intéressant. Je pense, c'est que je suis sûr. C'est intéressant. Bah, tu vois, par exemple, moi, je pense que je passe, honnêtement, hein, sans mentir ou quoi, 3-4 heures sur LinkedIn dans la semaine. Pour créer mes contenus, commenter, répondre aux messages, etc. Ce qui me prend peut-être le plus de temps, c'est répondre aux messages. Parce que du coup, je vais avoir pas mal de gens, moi, qui viennent dans ma messagerie pour me poser des questions, pour me faire des retours, etc. C'est ça qui me prend le plus de temps. Mais sinon, créer le contenu et faire les commentaires, c'est vrai que ça va assez vite. Peut-être le deuxième truc qui prend pas mal de temps, c'est faire des commentaires. Parce que pour ceux qui savent pas, bah, du coup, un truc très important sur LinkedIn, surtout quand on est relativement un petit créateur, c'est d'aller commenter. Parce qu'en fait, il y a une espèce de zone du désert au début où tu vas aller créer du contenu et les gens, bah, personne te connaît. Et le peu de gens qui vont venir te voir, ils vont faire, bah, ok, tu crées du contenu, mais t'es qui? Et pourquoi je te suivrai? Enfin, t'es là, t'as 2 likes, laisse-moi tranquille, je vais voir d'autres personnes. Et donc, les commentaires, c'est hyper intéressant parce que tu vas aller te faire découvrir par plein de nouvelles personnes en grande quantité et ça va nourrir tes propres posts en termes d'impression, en termes de nouvelles personnes qui vont te donner de la force, etc. Donc ouais. Commentaire, c'est le plus important. Surtout, même quand tu commences à être avancé, hein, pour lancer ton post, c'est hyper important. Moi, je l'ai fait toujours. Hein. J'ai utilisé LinkHub, là je les ai délégués, mais ouais, hyper important. C'est ce que je conseille à tous mes élèves dès qu'ils rentrent dans l'accompagnement. C'est s'ils veulent avoir la visibilité sur LinkedIn, bah, il va falloir mettre cette routine en place au moment que vous postez, d'aller commenter, quoi. Et comme je dis toujours, il faut donner avant de recevoir. Donc, il faut donner un peu de commentaires avant de recevoir. Et ça marche, hein, c'est vrai que ça marche. Ah, belle philosophie, ouais, c'est ça, il faut donner un max avant de recevoir, 100% d'accord là-dessus. Et alors, je sais pas s'il y a un pilier en principe qui est plus important que les autres. J'aurais tendance à dire que les 3, en fait, se nourrissent les uns les autres et que retirer un des piliers, donc quand je parle des 3 piliers, je dis toujours commentaire, création de contenu et prospection, bah c'est tout le système qui en pâtit un petit peu parce que, admettons,
tu fais du commentaire, tu fais du setting, mais tu fais pas de post. Bah, tu te tires une balle dans le pied parce que si tu fais du commentaire, les gens vont venir voir ton profil, mais si tu crées pas de contenu, tu vas pas les convertir. Parce que les commentaires, c'est super bien, effectivement. Ça génère plein de visibilité. Tu te fais découvrir par plein de nouvelles personnes. Mais après, il faut les convertir, ces gens-là. Donc ça se passe soit en contenu, en faisant du contenu à force qu'ils te voient, soit en messagerie. Pareil, si t'arrêtes les commentaires, surtout quand t'es au début, quand t'es, allez, on va dire, fais 100 likes par post, ça, c'est moins problématique, mais surtout au début, quand t'as pas beaucoup de likes, bah, punaise, pour sortir de cette zone où t'as 0 like, tu vas, mais galérer, quoi. C'est long. Si tu fais pas de commentaires, ça va être un enfer. Et pareil, si tu fais pas de setting, bah, tu vas rester à 500 abonnés tout le temps, parce qu'en fait, pour monter en abonnés, c'est hyper long sur LinkedIn si t'as pas un truc qui ajoute des gens en automatique, et qui envoie des messages, etc. Donc pour moi, c'est les 3 piliers vraiment s'entre-nourrir. Je le fais corps à la main, moi. Ça, hein. Ah ouais, à la main, encore. Ah ouais, je l'ai fait à la main. Après, forcément, j'ai délégué la partie prospection, délégué la partie interaction, mais là, pendant 1 an, je l'ai fait seul à la main. Hein. Les 200 ajouts par semaine, je les ai faits. C'est ce qui va faire nourrir monter vos abonnés, tout simplement. Et puis avoir aussi de la ressource pour aller prospecter après. Parce que si tu t'ajoutes pas les personnes, au début, c'est pas elles qui vont venir à toi. C'est toi qu'il faut aller devant les personnes et après, ils viendront à toi, quoi. Donc c'est hyper important tout ce que tu as dit. Tu t'es formé sur LinkedIn ou tu as appris tout seul? Ouais, je me suis formé. Tu as pris des accompagnements J'ai pris des formations US. Alors j'ai pris et j'ai pas pris dans le sens où on m'en a donné. Donc je vais pas donner les noms au cas où, mais on m'a donné des formations. J'en ai acheté plus aux US, moi notamment. J'ai beaucoup de gens autour de moi. Et je suis arrivé à un stade où j'ai tellement de gens intéressants autour de moi que j'achète beaucoup moins de formations, même si je trouve ça toujours intéressant. Et je me forme beaucoup en fait en discutant avec d'autres entrepreneurs vraiment avec beaucoup de compétences autour de moi. C'est un vrai skill de ça aussi. Donc je me suis formé sur le tas avec des infos à droite à gauche, avec les formations, etc. Mais je dirais que ce qui m'a apporté le plus d'expérience, c'est effectivement les formations, mais aussi le fait d'être sur le terrain et d'expérimenter des choses, tester des choses, toujours reprendre le feedback. Ok, j'ai fait tel résultat, la semaine prochaine je vais tenter ça, etc. Et petit à petit tu développes. T'es un peu comme une intelligence artificielle. Plus t'as de data, plus tu vas réussir à prendre des bonnes décisions de façon intuitive, quoi. Ok. Et une petite question que beaucoup se posent, enfin que moi en tout cas je me pose, quand tu commences à vraiment créer du contenu sur LinkedIn, tu deviens pas plus créateur de contenu que entrepreneur finalement? Ouais, je dirais que sur LinkedIn, moi je considère les gens même pas comme vraiment des créateurs de contenu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, LinkedIn, ouais. On me l'a déjà dit, hein, moi, t'es créateur de contenu sur LinkedIn. Non, bah en vrai, sémantiquement, c'est pas faux. On crée du contenu, donc est-ce qu'on n'est pas des créateurs de contenu? Oui, dans un sens, mais c'est qu'il y a une image derrière qu'on renvoie à ce terme créateur de contenu qui pour moi ne correspond pas exactement à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que ça me dérange un petit peu, mais en même temps, c'est ni vrai ni faux. Mais la création de contenu, c'est la base, hein. C'est la base de tout. Hein. Si tu as un business et que t'es pas visible, en 2025 c'était le cas et en 2026 ce sera encore plus le cas. C'est la personne qui sera le plus visible qui arrivera à avoir le plus de résultats. À mon sens, hein, en tout cas. Ah non, c'est clair. Non, c'est clair. C'est un des piliers principaux aujourd'hui. La création de contenu, maintenant, c'est devenu le pilier d'acquisition de clients principal. C'est comme ça que tu acquiers de la visibilité. Surtout quand t'as pas de budget, que t'es nul en ads, ce genre de choses. Bah, création de contenu, c'est le truc le plus évident qui coule de source, qui apporte des résultats sûrs et certains. Tout le monde le fait. Et je suis convaincu que dans 2-3 ans, on sera tous des micro-influenceurs, en fait, comme on l'est un peu actuellement sur LinkedIn aussi. On est tous finalement un peu des micro-influenceurs, tu vois. Perso, je sais pas, je dois faire 70 likes en moyenne par post. Et je sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça influenceur? Non, j'ai plus l'impression que c'est juste que je me suis créé un petit réseau et du coup, je suis un espèce de micro-influenceur. Ouais, c'est ça. Tu as créé une communauté. Et c'est hyper important, à nos jours, de créer une communauté. Tu vois, on peut faire des lives comme ça, c'est cool. Depuis LinkedIn, c'est pas mal. Ouais, les lives, c'est vraiment pas mal aussi, tu vois. Si on rentre un peu plus dans LinkedIn, parce que là, on a parlé de toi, de stratégie, on reviendra plus en détail après. Mais quand on parle de devenir viral sur LinkedIn, qu'est-ce que les personnes qui veulent se lancer sur LinkedIn ou les personnes en général comprennent mal dans devenir viral sur LinkedIn? Alors déjà, je suis pas sûr que les gens, je suis pas sûr que les gens veuillent devenir viral sur LinkedIn. Devenir viral ne veut pas forcément dire faire du business. Donc il y a une grosse distinction entre les deux, surtout sur LinkedIn, parce que il y a des posts qui peuvent faire des dizaines de milliers d'impressions et tu peux avoir des posts qui font 500 impressions, qui vont faire plus de business. Plus d'interaction aussi.
Ouais, plus d'interaction. Donc, alors les impressions, hein, tout simplement, c'est le nombre de fois que le post est imprimé dans le feed. C'est un peu comme les vues sur YouTube. Mais alors, quelle était ta question déjà? Je me suis perdu dans le fil de ma pensée. Qu'est-ce que les gens comprennent mal quand tu dis on veut devenir viral sur LinkedIn? Qu'est-ce que les gens Compliqué la question. comprennent mal? En gros, moi, si je peux te dire mon point de vue là-dessus, Vas-y. moi, je le dis à mes élèves. Vous pouvez devenir viral, mais devenez viral auprès de votre cible. Tu vois, tu sais, les personnes pensent que devenir viral, c'est un peu comme TikTok ou Instagram, avoir énormément de visibilité. Mais le but sur LinkedIn, c'est que je pense que tout le monde est là pour le business. Enfin, il y en a peu, j'en vois peu qui sont là pour le plaisir. Si je veux me divertir, je vais sur Instagram ou TikTok ou YouTube à la rigueur. Je vais pas sur LinkedIn me divertir. On est tous là, je pense, pour le business et puis pour aussi apprendre des autres de la valeur, etc. Tu vois, en regardant les posts de certaines personnes, tu apprends des choses. Et le but quand les personnes, moi on me l'a déjà dit, ça veut dire quoi devenir viral sur LinkedIn? Parce que je le dis dans mes présentations, je le dis dans mes posts, tout ça. Mais devenir viral auprès de sa cible, avoir de la visibilité auprès de sa cible. Je sais pas si je t'ai mieux résumé la question. Pour moi, tu l'as mieux répondu que je l'aurais répondu moi-même. Donc, franchement, j'ai pas grand-chose à ajouter. Pour moi, la réponse est magnifique telle quelle, mais j'essaierai d'ajouter un petit peu de data et d'ajouter un point, parce que ça, c'est le point, pour moi, la réponse parfaite, etc., carré. Je pense que beaucoup l'ont déjà s'il y a des profils un peu plus avancés qui nous regardent. Donc, je vais essayer d'apporter un petit peu de data en plus là-dessus, sur le côté viralité. Ce qu'il faut éviter, en fait, c'est d'être viral pour les mauvaises raisons. Ce qui est bien, c'est d'être viral pour ses compétences, pour ses connaissances. Par exemple, Luther, donc je reprends l'exemple qui est très bon, il fait d'excellentes infographies sur LinkedIn, d'excellents designs. Il est designer, donc ok, parfait. Il est connu parce que sa compétence est tellement bonne que les gens partagent, etc. Ça, c'est l'exemple trop bien. Et après, il y a d'autres personnes qui vont aller chercher la viralité à tout prix, mais avec les mauvaises raisons. Soit en cherchant le clash avec d'autres créateurs, soit en allant sur des sujets, des terrains glissants. Effectivement, tu vas générer beaucoup de controverses, beaucoup de débats, parce qu'il y a des gens tu vas être très polarisant. Mais parfois, en étant trop polarisant, tu vas te mettre à dos ton audience, et ça, ce qu'on veut absolument. Donc, pour faire de la viralité, ce qui est bien, c'est d'être polarisant, mais il y a un moment donné où si tu vas trop loin, tu l'es trop, et ton audience va être contre toi, et ça, c'est ce que tu veux éviter à tout prix, parce que quelqu'un qui a un avis négatif sur un sujet que tu as donné ou autre, ça va être très, très dur par la suite de le récupérer, de le convertir en client ou autre. L'image. Donc, ça, c'est l'image. Ouais. C'est coupé, mais l'image, hyper important. Exactement. Donc ça, par exemple, tu pourrais faire 20 000 impressions et peut-être avoir 15 000 de tes clients potentiels qui se disent, ce gars-là, je le déteste. Et du coup, sur tes prochains posts, tu auras l'impression d'avoir fait un banger, mais en fait, tes prochains posts vont être pénalisés par ce choix que tu as fait à un moment X. Ouais, c'est ça. Pour ça que moi, je fais beaucoup de storytelling, tu vois. Je parle de moi. Je parle de moi, de mon expertise. Donc, compliqué quand même d'avoir des personnes qui vont être contre ce que je dis, quoi, tu vois. Donc, je suis totalement d'accord. Storytelling, c'est excellent. Alors moi, du coup, là, je suis en train de développer un algorithme qui permet de savoir quelles tactiques, quelles règles sont utilisées dans les posts LinkedIn les plus viraux. Et des règles qui fonctionnent très très bien, ça va être le storytelling. Et ça va être, j'ai oublié le nom, mais quand quelqu'un peut connecter émotionnellement avec toi et que tu te montres, tu montres tes faiblesses. Tu montres tes faiblesses. Parce que sur LinkedIn, on a beaucoup tendance à dire, OK, moi, je suis le meilleur, je vais faire ça, je vais faire 10K, nanana, je suis le boss, tout me réussit, je suis le king, je suis le papa, là, oh, vous me respectez maintenant. Mais, la vulnérabilité, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Vulnérabilité et storytelling, c'est deux techniques qui fonctionnent extrêmement bien. Moi, les posts que j'ai analysés en base de données, ils ont genre plus ou 5 ou 10% par rapport à la moyenne des posts en termes d'impression de visibilité, ce qui est énorme. Ouais, tu m'étonnes. Authenticité aussi. Ça rejoint un peu les deux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Le mot des deux. Ouais, c'est ce que les personnes recherchent cette année, je pense, sur LinkedIn. Tu vois. Ouais, parce qu'en fait, il y a un peu l'armée des clones, des jeunes de mon âge qui vont arriver, qui vont te faire, ouais, j'ai fait 10K, je suis le boss, tiens, je te dis comment faire. Oui, d'accord, t'es mignon, frérot, mais quelle épreuve t'as traversée, etc. Comment je connecte émotionnellement avec toi? Là, je peux pas, t'as l'air juste d'être un petit con, tu vois, donc voilà. Ouais, puis là, j'étais en train de penser au podcast que j'ai fait hier avec Baptiste sur l'IA et les automatisations. On a parlé un peu de LinkedIn et il a fait une stat où il a fait un post avec l'IA et il a fait un post écrit totalement à la main, sans structure, etc. Et c'est celui à la main qui a eu le plus de résultats parce qu'il a ressorti l'authenticité, tu vois. Donc ouais, non, je te rejoins totalement. L'IA aussi prend beaucoup de place sur LinkedIn. Les commentaires IA.
T'en penses quoi de tout ça aussi? Je suis très bien placé pour avoir un avis, étant donné que dans LinkUp, donc pour ceux qui connaissent pas l'extension, c'est le petit moment pub, mais c'est pas vraiment de pub, j'explique juste ce que je fais. LinkUp, c'est donc une extension, un outil qui permet de laisser des commentaires chez les bonnes personnes au bon moment, avec le bon message, pour générer de la visibilité et des clients. Donc en gros, on peut créer des feeds personnalisés avec uniquement les personnes qu'on a sélectionnées. Et une des fonctionnalités, c'est la génération de commentaires IA. Et donc forcément, j'ai eu plein de critiques à ce sujet, j'ai plein de gens à qui c'est utile au quotidien, et après toutes les données que j'ai eues, tous les avis autour de moi, pour moi, la meilleure utilisation, c'est quand l'IA, elle est bien utilisée, mais que l'humain reste au contrôle de tout. Donc par exemple, l'exemple contraire à ça, ça serait tu mets un agent qui envoie des commentaires automatiquement sans que tu aies de regard là-dessus, c'est mauvais. Alors déjà, LinkedIn risque de pas trop aimer, même si j'en vois le faire et qui pour l'instant n'ont pas trop de soucis. Bon, ça ne serait tardé, je pense. Mais surtout, le but des commentaires, c'est aussi de créer de la relation. Donc, si tu vois pas les commentaires que tu envoies, tu crées aucune relation. Les commentaires, ils ont de grandes chances d'avoir 10% de flop et donc de créer une mauvaise image auprès des gens. Et du coup, la meilleure philosophie, nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui à LinkUp, c'est en fait, tu as des suggestions faites par l'IA, parce qu'il y a des gens, ils sont fatigués, des fois, ils savent pas quoi dire, des fois, le post est pas intéressant, qui vont te permettre d'avoir toujours des idées, mais c'est toi qui reprends ce qui a été écrit et qui l'améliore et qui donne ta vraie patte et ton vrai commentaire, etc. Et c'est toujours toi qui commentes pour savoir qui tu commentes, c'est très important, pour que par la suite, si jamais tu entres dans la discussion avec cette personne-là, par message, tu saches ce qui a été dit précédemment. Typiquement, moi, une des stratégies que j'applique pour acquérir des clients avec LinkUp pour LinkUp, c'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que j'acquiers des clients avec LinkUp pour justement LinkUp, c'est que je vais commenter des gens pendant une semaine, puis au bout d'une semaine, je vois un post sur lequel je peux rebondir, et du coup, à ce moment-là, j'entre par message chez la personne en lui disant « Hey, j'ai vu ton post, et je rebondis contextuellement là-dessus. Et du coup, comme j'ai commenté pendant une semaine avant la personne, quand tu reçois des commentaires à quelqu'un, c'est très valorisant. Tu dis « Ah, la personne, elle m'envoie de la force, elle aime bien ce que je fais, nanana. » Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de recevoir une réponse derrière. Et en plus, si tu fais un message pas robotique, mais vraiment où tu le fais à la main, etc., là, la personne t'adore théoriquement déjà. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple de la convertir en tant que client. Ouais, non, mais t'as tout dit. T'as tout dit. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Au moins, l'avantage des commentaires IA, comme tu t'as dit, c'est que tu vois les commentaires, tu vois les posts des autres personnes, à faire des commentaires en automatique. Et si, moi, je connais des personnes qui en ont fait, qui ont pris des restrictions. Des commentaires comme ça en automatique par l'IA, et ils prenaient des restrictions. Donc, tu dois faire attention avec ça. Mais de cette façon-là, c'est encore humain, tu vois. C'est toi qui appuies sur le bouton. Tu peux le modifier, le commentaire, tu vois. Alors, je vais être très critique vis-à-vis de mon outil et de moi-même. 80% des gens qui utilisent LinkUp s'en servent bien. Et ils ont compris la philosophie, mais malgré tout, malgré qu'on donne des tutos, etc., il y a quand même 20% des gens qui vont juste voir les commentaires, ils vont appuyer, envoyer, ils vont spammer comme ça. Et ça, c'est ce qu'il faut utiliser, parce qu'en fait, nous, on a créé l'outil, on a expliqué la philosophie aux gens en fait, tu t'en sers pour loi de Pareto, 80-20, pour gagner un maximum de temps, tout en restant 100% authentique et toi-même et pas avoir de pénalité. Mais il y en a qui vont faire l'erreur d'installer LinkUp et de se dire, OK, je clique juste sur envoyer comme ça, tac, 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 tac. Ah, trop bien, je fais plein d'impressions, je fais plein de vues. Oui, d'accord, mais en même temps, ta personal brand, elle dépend de ce que tu dis, de à quel point tu es crédible en commentaire, de la relation que tu crées avec les gens. Certes, tu fais plein d'impressions, mais ça peut te pénaliser. Et c'est un peu le même exemple que tout à l'heure. Sur le court terme, tu auras l'impression d'être trop fort, de faire plein d'impressions, mais sur le long terme, peut-être que tu verras que tu seras pénalisé. Et en vrai, j'ai dit 80%, mais j'ai abusé, je pense que c'est 5%, même pas des utilisateurs. Ouais, ok. Non, mais sur 1000, ça fait pas beaucoup, ça va. Ouais, ça va. Donc, ouais. Pour rentrer un peu plus. Ouais, dis-moi. Non, je disais, ouais, on essaie juste, nous, de notre côté, de faire un maximum de vidéos, d'éduquer, etc. Je pense que c'est aussi pour ça. Mais ouais. Voilà, mais t'as raison. Ouais, t'as raison. Et pour rentrer un peu plus dans les stratégies LinkedIn, et n'hésite pas, hein, si toi aussi t'as des questions, tu peux m'en poser. Okay. Il y a aucun souci, j'y répondrai aussi. Est-ce que tu penses que toi, faire 100 000 impressions, ça veut dire que ton contenu est bon? Ou pas du tout? Enfin, ça n'a rien à voir, les impressions. Là-dessus, j'ai un avis tranché aussi. Pour moi, alors si on prend la phrase un peu cliché, mais le client a toujours raison. Donc, celui qui consomme le contenu, c'est le client de ton contenu quelque part. Donc, effectivement, c'est un très bon indicateur de savoir que si ton contenu fait pas de vues, c'est que ton contenu ne doit pas forcément être bon. Mais après, attention, sur LinkedIn, malheureusement, c'est pas le bon contenu qui prime. Et c'est là un peu tout le piège. C'est quelle est la définition de bon finalement? Parce qu'en fait, sur LinkedIn,
le contenu vraiment valeur, informatif, qui donne des vrais conseils concrets, etc., qu'on peut appliquer, a tendance à flopper. Et je peux comprendre, parce qu'en même temps, si aujourd'hui tu veux des vrais bons conseils, etc., bah tu vas faire tes recherches au moment donné où tu as besoin des conseils. Envoyer comme ça des conseils perdus en LinkedIn, et le gars il est en train de scroller, il voit des conseils, il est en mode bah ouais très bien, mais c'est pas maintenant que j'en ai besoin. Si ça se trouve j'en aurais besoin à un moment donné, mais je vais pas mémoriser ces conseils pour plus tard. Et du coup, j'ai envie de dire oui dans le sens où c'est le client qui a toujours raison. Donc si tu veux faire du bon contenu, bah si le contenu est bon, il est forcément consommé en grande quantité. Mais en même temps, le bon contenu, et je vois beaucoup de créateurs essayer de faire du bon contenu vraiment avec de la valeur, il a tendance à pas marcher. Et le juste milieu, bah, ça va être de faire des contenus un peu plus storytelling, émotionnel, etc. Ou sinon, de le faire comme des gens comme Luther et d'arriver vraiment à rendre le contenu tellement bien, dans un tellement beau packaging, tellement facilement consommable que ça passe tout seul. T'as envie de revenir. C'est ça. Ouais, non, ouais, c'est ça. Quelle était ta réponse, toi? Je suis curieux. Moi, je dis toujours de ne pas faire attention aux impressions, tu vois. Moi, j'ai pas énormément d'impressions. Et tu vois là, on en parlait avant le podcast. Actuellement, j'ai moins d'interactions que la fin d'année. Alors peut-être que je teste des choses, etc. Mais par contre, mes impressions, ils s'envolent, tu vois. Donc c'est peut-être que aussi mon contenu est moins qualitatif qu'à la fin d'année, tu vois. Un peu en moyenne, tu vois, je fais peut-être je me rappelle, je faisais à peu près 150 j'aime, qui est énorme sur LinkedIn, sur cette fin d'année. J'avais 500-600 impressions, qui c'est pas énorme, mais je me dis, ça fait quand même un quart de mes impressions qui se transforment en interaction, quoi. Donc, je trouve ça plus énorme, tu vois. Alors que j'ai vu des personnes qui faisaient 100 000 impressions et faire 4 j'aime, tu vois, 5 j'aime. Et là, tu te dis, il y a peut-être une problématique. Le post peut être est vu par énormément de personnes, mais s'il y a peu d'interactions, les gens ne cliquent pas sur j'aime, c'est qu'ils n'ont pas forcément ou n'ont pas envoyé un commentaire, c'est qu'ils ne sont pas forcément intéressés par le post, tu vois. Tu vois, j'ai un avis plus. Moi, je suis plus dans les interactions parce que sur LinkedIn, tu peux pas faire de prospection outbound. Tu vois, tu peux pas aller. Enfin, c'est compliqué d'aller. Si les personnes ne sont pas connectées à toi, tu peux pas aller leur envoyer un message, même avec Sales Navigator, tout ça, ou alors tu as 50 emails par mois. Enfin bref, donc c'est compliqué. Donc moi, je fais plus par rapport aux interactions, tu vois. Interaction qui dit, je peux aller prospecter la personne après. Qui dit qu'elle s'est intéressée à toi aussi. Donc, tu vois, les impressions, moi, je fais pas attention. Je fais vraiment attention aux interactions, plutôt. Donc, okay. Les impressions, intéressant. Je suis pas de cet avis-là, tu vois, okay. Sur les impressions. Alors, c'est vrai qu'en fait, le nombre de likes par rapport au nombre d'impressions peut changer en fonction de pas mal de critères. La niche, à quel point les gens qui te suivent sont des personnes actives sur LinkedIn, etc. Toi, comme tu es coach, je pense que tu as pas mal de gens qui créent du contenu, donc qui sont très actifs et donc qui ont tendance à liker, à commenter plus facilement que dans d'autres niches, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de critères là-dessus. Mais je te rejoins là-dessus. Ouais, je suis totalement d'accord. Si on rentre plus dans la technicité de LinkedIn pour créer un bon post, qui est en plus ton outil que tu es en train de créer. Donc c'est parfait. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Pour toi, aujourd'hui, comment créer un post qui peut devenir, alors on va réemployer le mot viral, mais qui peut être un bon post sur LinkedIn, qui peut attirer vraiment des prospects sur ton post. Okay. C'est quoi les éléments clés pour avoir un bon post? Ouais, alors je vais rentrer un peu dans la théorie. Après, je présenterai des cas pratiques qu'on peut vraiment utiliser au quotidien et qui peuvent faire des posts viraux assez facilement. Alors déjà, qu'est-ce que la viralité sur LinkedIn? Si je devais définir la viralité, ça va être à quel point tu fais beaucoup d'impressions et de likes par rapport à la médiane de tes posts. C'est-à-dire que si tu es Ruben Tayeb et quand même tu fais 200 likes, un post viral pour toi, ça va être, on va dire, 1000 likes, 2000 likes, etc. Donc ça va être beaucoup plus que ta médiane. Pareil, si tu es un créateur qui fait 10 likes, bon, ça sera 50 likes, etc. Donc le but, c'est de faire un post qui fait beaucoup d'impressions, de visibilité, de likes par rapport à tes posts habituels. Pour ça, il y a beaucoup de choses à savoir. LinkedIn prend en compte il y a énormément de critères qui permettent de définir un bon contenu ou un mauvais contenu. Déjà, il va avoir la taille, il va avoir le hook, il va avoir la taille des phrases, etc., etc. Pour simplifier et vraiment vous donner des trucs pratiques. On le répète très souvent, mais il y a le hook. Mais le hook, c'est qu'une seule de nombreuses techniques qui peuvent être utilisées pour maintenir l'attention. Le hook, c'est une technique d'attention. C'est-à-dire que le but du hook, c'est d'agripper la personne, comme un hameçon, et de la faire lire les phrases suivantes. Ça, en copywriting, c'est ce qu'on appelle le slippery slide. C'est un concept qui dit que, en fait, chaque phrase est construite uniquement pour un seul but, c'est de l'amener à lire la suivante.
Si tu réfléchis comme ça, tu vas réussir à faire une espèce de toboggan où la phrase va t'amener à lire la suivante, puis la suivante, puis la suivante, puis à la fin, tu te retrouves en fait à la fin du post et t'as lu le CTA et t'as absorbé toutes les informations. Et pour aller sur cet objectif de faire en sorte que la personne lise tout le post et donc qu'on ait un dwell time élevé. Donc le dwell time, c'est un concept comme sur YouTube, le watch time, qui consiste à dire plus la personne reste beaucoup sur le post, plus on a là un temps d'attention élevé sur le post, plus ça va pousser le post auprès d'autres personnes. Personne n'a accès à l'algorithme, donc c'est que théorie, mais ça semble assez vrai, vu les essais que j'ai faits, et vu que les likes, les commentaires, etc. ont beaucoup moins d'impact que par le passé. Donc le dwell time a l'air assez réaliste, et il y a aussi le fait de cliquer sur voir plus. Donc le but, c'est de maintenir le maximum l'attention. Donc pour ça, on a le hook, qui est une technique, donc le but, c'est d'accrocher l'attention au maximum, mais on en a beaucoup d'autres. On a le pattern interrupt. Je pense qui est encore assez relativement connu. C'est, par exemple, tu vas faire des phrases d'une même longueur et d'un coup, tu vas mettre un mot en gras. Bam. Du coup, ça fait un truc dans le cerveau qui le réveille un petit peu. Il est en train de s'endormir, de lire tout le temps le même truc. Oh, un pattern interrupt. Du coup, il ressort un petit peu. Alors, on peut le faire à l'intérieur d'un post. On peut faire plein de phrases et d'un seul coup mettre une phrase avec une variation typographique ou faire plein de trucs comme ça. Mais on peut le faire aussi par rapport aux autres posts. Donc, si tout le monde fait du contenu avec texte, image, et que je fais texte, vidéo, admettons, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a pas mal de vidéos, mais que j'arrive à trouver un élément très différenciant comme ça va me permettre de pattern interrupt. Donc, si je fais hook plus pattern interrupt, ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de gens qui vont cliquer. Une autre technique, c'est et tu me dis parce que j'en ai plein comme ça, j'ai vraiment une liste. Donc ça, c'est des techniques d'attention. C'est uniquement pour maintenir l'attention. Une troisième technique, c'est l'accroche contrarienne. Donc l'accroche contrarienne, c'est quoi? C'est tout le monde va dire un truc, tout le monde va avoir une pensée dans leur tête que la majorité des gens ont validé. Donc je sais pas, admettons, les Français sont plus ou moins d'accord pour dire ok, Macron, on le déteste. Ok, Macron, on le déteste. Toi, si tu arrives et dans le hook de ton post t'arrives, tu dis mais Macron est super fort, c'est un génie. Et tu peux être certain que tous les gens qui détestent Macron et qui entendent au quotidien je déteste Macron, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ils vont cliquer sur voir plus. Je vais le tester souk là. Ils vont cliquer sur voir plus. Alors ça, c'est peut-être le risque dont je parlais plus tôt, qui est que il va peut-être te mettre toute ton audience à dos et il va falloir bien désamorcer le post. La suite du post est important. C'est ça. Il va falloir le justifier ton hook. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font et c'est une technique qui marche beaucoup dernièrement. C'est tu dis n'importe quoi en hook, genre t'envoies une méga dinguerie et à la fin du post tu dis soit c'était une blague, ouais j'ai un peu abusé. Non, moi tu vois je fais le hook contradictoire. Ok. Qui contradit mon post, tu vois. Un truc négatif et derrière dans mon post, je désamorce tout ça, tu vois. Je fais un truc négatif. Je te laisse finir, mais c'est pour ça que je disais oui quand t'as dit hook contradictoire. Celle-là elle est très très forte, ouais. Elle est très très puissante. Après, on en a une autre qui est assez connue aussi, notamment plus pour YouTube, c'est l'open loop. Donc, l'open loop, en fait, c'est le fait d'ouvrir un sujet et de pas de pas avoir mis une fin à ce sujet-là. C'est comme si on avait une quête dans un jeu vidéo et que la quête était encore en cours, qu'on l'avait pas terminée. Donc, par exemple, ça va être dire, OK, attends, je m'apprête à te montrer comment j'ai réussi à faire 100 clients ce mois-ci, nana, mais avant, je te parle de ça. Je l'ai mal dit parce que ce serait plutôt l'exemple dans une vidéo YouTube, mais en fait, ça existe aussi dans les posts LinkedIn. On peut ouvrir des open loops et c'est toujours ce principe de notre but, c'est d'avoir le dwell time le plus élevé, qui lise le post jusqu'à la fin. Donc pour ça, on veut mettre en place un slippery slide. Donc c'est un concept de copywriting qui dit OK, on veut que chaque phrase amène à la suivante. Et donc pour ça, on va utiliser des techniques d'attention. Et l'une d'entre elles, c'est l'open loop, parce qu'elle va nous permettre le gars lit une phrase et il va pas juste attendre la suivante. En fait, il va attendre que l'open loop se ferme. Et donc, l'open loop va sans doute se fermer beaucoup plus bas dans le post. Donc, en fait, tu ouvres une boucle et elle va se fermer, admettons, 5-6 lignes plus en bas. Et avant de fermer cette open loop-là, en fait, tu vas en ouvrir une autre. Ce qui fait qu'il y aura toujours une open loop ouverte et le gars ne pourra s'en sortir qu'en finissant le post. Et donc, si c'est très bien réalisé, ça peut vraiment donner des posts, presque c'est de l'art, quoi. C'est du copywriting de haut niveau. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on va utiliser toutes ces techniques-là, les unes imbriquées les unes dans les autres. Et là, ça peut donner des posts qui sont très, très bons en termes d'attention, même si, admettons, le sujet de base n'était pas très important. Parce que, évidemment, je parle de toutes ces techniques-là, mais en fait, le principal, ça part du sujet. Si tu parles, à un moment donné, il y avait le patron, il avait trompé sa femme et il y avait une vidéo hyper virale sur Internet. Je sais pas si tout le monde voit, mais voilà, cette vidéo hyper virale. Si tu parles de ça le jour où c'est sorti, bam, l'idée déjà, tu peux te vomir dessus, tu peux écrire tes phrases un peu n'importe comment. Il y a la vidéo, le post, il va bien marcher. Si tu refais cette vidéo aujourd'hui,
Bon, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Donc évidemment, l'idée est très importante. Et après, on prend l'idée, on va utiliser plein de techniques de copywriting pour faire en sorte qu'elle soit la plus digérable et comestible possible. Bon, après, j'en ai une liste qui est très très longue. Il y a d'autres infos très intéressantes. Il y en a par exemple, et je finirai là-dessus, beaucoup qui font des questions ouvertes. C'est quand tu écris un post, tu finis par « Et toi, frérot, qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de dire ?» Je fais ça, mais dans tous mes posts. Ah bah, ça peut marcher, ça peut pas marcher. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que dans les statistiques, sur des centaines de milliers de posts analysés, ça baisse le nombre de commentaires en moyenne. Et drastiquement, genre de moins 20% de commentaires. Ok, je le ferai plus. Tu peux le faire quand même, mais voilà. Je le fais souvent. Et je pense que ça vient du fait que souvent, quand nous on analyse ces trucs dans les posts, c'est des gens, ils ont soit fait le post avec l'IA, soit tu sais, on prend un peu l'auditeur pour un idiot en mode toi, qu'est-ce que t'en penses? On a compris qu'il voulait un commentaire et du coup on n'a pas envie. Par contre, à l'inverse, quelque chose qui marche très très bien pour avoir des commentaires, c'est d'être polarisant. Quand dans un post il y a quelque chose de polarisant, ça va augmenter, j'ai plus les stats devant moi, mais entre 10 et 20% de commentaires en plus. Parce que là, on ne demande pas l'avis. C'est genre, on dit une dinguerie. Le gars va être en mode, mais quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a pas demandé mon avis, donc je vais lui donner parce que je suis humain et j'adore la contradiction. J'adore donner mon avis quand on me le donne pas. Quand on me demande l'avis, là, non, je le donne pas. Ah non, ouais, t'as tout dit. Il y a aussi le hook, où tu donnes un outil, tu donnes une ressource. Il y en a beaucoup je vais te donner la ressource qui m'a fait faire 10 000 euros ce mois-ci dans ce poste, tu vois. Là, ça marche beaucoup, ça aussi. Ça marche beaucoup. Ça dépend pour les personnes. Mais ça marche. J'ai oublié après, très intéressant, je vais rebondir là-dessus. Et après, je donnerai des moyens de faire des posts viraux, parce que là, j'ai donné beaucoup de théorie, mais assez peu de pratique. Mais ça, donc, c'est le lead magnet. C'est le fait de faire un post où tu dis, commente et like pour avoir telle ressource. Et ça, il n'y a pas débat. C'est le truc qui marche le mieux, mais de loin. En termes de stats, je pourrais peut-être envoyer le graphique ou je sais pas, par la suite, on pourra le mettre au montage, mais l'open loop, c'est la technique qui marche le mieux, mais qui explose toutes les autres et de très, très loin. Et je vous invite vraiment à faire d'excellents lead magnets et ça peut booster votre visibilité. Moi, un des premiers posts qui a excellemment bien marché sur LinkedIn, c'est j'ai donné une vidéo YouTube qui est disponible publiquement. Je me suis dit, mais attends, je vais faire un lead magnet où je vais dire aux gens de liker, commenter pour obtenir une vidéo. Ils vont se dire, ouais, je vais obtenir la vidéo privée de dingue avec des infos hyper secrètes. Du coup, j'avais peur de la faire. Bon, c'est pas grave. J'ai fait le post, j'ai obtenu 800 commentaires. Je leur ai envoyé la vidéo YouTube publique. Tout le monde était en mode, mec, merci, trop bien et tout. Je suis en mode, ok, trop bien, en fait. Les gens réagissent hyper bien. Je les ai fait commenter et liker pour un truc qui était disponible publiquement, gratuitement déjà. Et souvent, en plus, je leur disais, si tu veux laisser un like et un commentaire sur la vidéo YouTube, tu peux, hein. Et ils le faisaient. Donc, en fait, c'était gagnant, gagnant, gagnant partout. Donc le lead magnet, ça t'a boosté ta vidéo sur YouTube aussi. Ah ouais, de malade. Lead magnet, c'est vraiment le truc parfait pour faire un excellent lead magnet. C'est très simple. C'est très simple et très compliqué parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde fait des lead magnets. Du coup, c'est devenu très compétitif. Maintenant, si tu dis comme avant, ok, je vais te donner, je sais pas, c'est plus sûr que ça marche. Il faut vraiment faire des lead magnets maintenant qui soient dinguissimes, où vraiment t'investis du temps et tu donnes quelque chose à ta cible qui l'intéresse, mais de fou, pour laquelle elle aurait été prête à donner de l'argent. Typiquement, un exemple récent que j'ai fait, c'est moi, j'ai donné une formation que j'ai fait payer 500 euros. Je me suis dit, je la vends plus, je la donne gratos. Attends, une formation à 500 balles, ça a de la valeur. Donc là, j'ai eu pas mal de likes. J'ai fait d'autres trucs où j'ai donné des PDF, des trucs comme ça. Flop complet. Maintenant, les PDF, les gens, ils en reçoivent 10 000, ils en veulent plus. Ouais. Donc voilà, pour l'email. Mais après, pour des techniques concrètes, honnêtement, le plus simple aujourd'hui pour faire un post vraiment viral, c'est de trouver les posts virals de ta niche. Donc en fait, un post viral, je rappelle, c'est un post qui, chez un créateur, a surperformé par rapport à ses autres posts. Ça n'a rien à voir avec le nombre de likes. Si Ruben Tayeb fait 300 likes, c'est sa médiane. Ce n'est pas un post viral, c'est juste qu'il a une audience très grosse. Donc le but, c'est de trouver des posts viraux dans ta niche, donc des posts qui ont un multiplicateur de x5 par rapport à la médiane du créateur, et de reprendre la structure, l'idée, etc., et vraiment de s'en inspirer. Et pareil pour les lead magnets qu'on donnait précédemment, si tu veux trouver un excellent lead magnet, tu vas en US, en Allemagne, en Espagne, ou dans le pays que tu veux, tu regardes les top lead magnets dans ta niche, tu récupères, tu fais un truc à ta sauce évidemment, mais tu reprends l'idée et t'es garanti que ça marche, et c'est le moyen le plus rapide et efficace, discutable moralement, il faut évidemment refaire à sa sauce, etc., mais en tout cas, c'est le plus efficace. Dans l'IA aussi, ce qui fonctionne bien, je prends l'exemple de la personne que j'ai eue hier en podcast, Baptiste. Il fait beaucoup de ces posts-là. C'est pour ça que j'ai l'exemple, et c'est comme ça qu'il a gagné plus de 8000 abonnés là en 2 mois, où il partage une ressource IA, comme c'est la mode l'IA en ce moment. Et ça fonctionne très bien. Donc ouais,
t'as bien répondu à tout. Et pour rebondir sur cette question, parce que là, on a parlé du hook et la suite du post. Est-ce que toi, tu penses que le storytelling, c'est ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est le roi au niveau de la création de contenu? Ouais. Là-dessus, je peux donner aussi mon avis. Tu vas nous le donner parce que t'as bien expérimenté le truc avec tes posts. Tu m'étonnes. Mais alors déjà pour rebondir, ouais, quand je donnais accroche contrarienne, etc. C'était des techniques qui allaient dans tout le post. Donc ça, c'est des techniques à mettre dans le corps du post, etc. Pas que dans le hook. Et du coup, pour le contenu, déjà, faut savoir qu'il est, 100 fois moins important que les 2 premières lignes. Donc en fait, à partir du moment où tu as réussi les 2 premières lignes, t'es pas trop mal normalement. Ce qui est très important, selon moi, c'est ma méthodologie, c'est de réfléchir à des hooks et après au contenu, pas l'inverse. Tout part du hook. Le hook, c'est les 2 premières lignes et l'image ou la vidéo qu'on met avec le post. C'est pas que les 2 premières lignes. L'image et le post, etc. Enfin, l'image du post est très très importante. C'est aussi le hook en fait. C'est tout ce qu'on voit sur le feed avant de cliquer sur lire, voir la suite, tout simplement. Exactement, c'est exactement ça. Et donc pour parler plus en détail du storytelling, etc. Donc effectivement, le storytelling, ça marche très très bien. Je pense que c'est dû justement à cette recherche de l'authenticité, parce qu'on a l'armée des clones sur LinkedIn qui font les mêmes posts avec les mêmes promesses vides, etc. Et donc quand tu arrives et que tu montres que t'as une histoire, t'es pas Dieu, le gars peut s'identifier à toi, que tu te montres vulnérable, que t'es pas parfait, mais que t'as réussi à atteindre ce que la personne veut quand même, parce que bon, t'as réussi à faire des trucs quand même. Là, ça peut très très bien marcher. Et statistiquement, c'est moi aujourd'hui, je suis en train de créer un algorithme qui est capable de deviner la viralité d'un post. On a de plutôt bons résultats, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a cet algorithme-là dans la main, il fait des bien meilleurs posts, il n'y a pas photo. Eh bien, le sentiment de transformation dans le post, la vulnérabilité et la résonance émotionnelle sont 3 critères très importants qui augmentent de plusieurs pourcents les impressions et les vues générées par ton post. Et je prends pas en compte la crédibilité que tu gagnes. C'est pas quelque chose que je peux calculer de façon mathématique encore, pas pour le moment. Mais je pense que ça rend aussi beaucoup plus crédible, authentique, et que ce sera plus simple d'acheter chez toi par la suite. Tu gagnes de l'autorité aussi. Ouais. Alors, toi, du coup, tu as expérimenté, parce que moi, je suis sur mes data et tout, mais toi, tu as expérimenté le truc aussi. Sur le terrain. Mais moi, j'ai LinkedIn, pareil, hein, comme toi, hein, c'est mon canal d'acquisition numéro 1. Avant Instagram, malgré que j'ai 5000 abonnés quand même sur Instagram. Avant YouTube que je lance, ma première vidéo vraiment, où je vais essayer d'être régulier à partir de ce soir. Donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, LinkedIn, ça m'a rapporté des dizaines de milliers d'euros par mois. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout a changé au moment que j'ai commencé à faire du storytelling. Parce que avant, je faisais des posts 10 conseils pour avoir un post qui fonctionne mieux, 10 conseils pour scaler ton activité, tu vois. Et dès que j'ai commencé, par contre, à raconter plus mon histoire, et pas forcément positif, aussi négatif, les problèmes que j'ai eus, les succès que j'ai eus, j'ai augmenté ma visibilité, mais je suis passé je parle tout le temps de likes, il n'y a pas d'impression, peut-être de 15-20 likes à 100-150 likes par post. Et on sait que sur LinkedIn, 150 likes, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et là, début d'année, j'ai retenté un peu les posts conseils, les posts vidéo, les posts motivation aussi, qui fonctionnent bien sur Instagram, les posts vidéo Instagram. Ça marche beaucoup moins sur LinkedIn. Et donc ouais, le storytelling, je vais m'y remettre dès demain, vraiment sur le storytelling, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, quoi. Les gens connectent à toi, les gens arrivent à connecter à toi tout simplement, et ils se reconnaissent en toi. C'est le mot que je cherchais, tu vois. Et pour rebondir aussi sur ce que tu dis sur les hooks, donc tu as dit tous les hooks qui correspondent, et sur Instagram, tu as dit aussi, je sais plus le mot que tu as utilisé, tu sais, le mot en gras qui permet de te reconnecter, de te réveiller. Variation typographique ou pattern interrupt. C'est ça que tu t'avais dit. Sur c'est un peu. Je prends toujours l'exemple d'un post LinkedIn comme une vidéo Instagram, tu vois, ou une vidéo TikTok. Pas forcément YouTube ou les shorts YouTube à la rigueur.
si tu restes en face cam et que tu fais pas le montage, les personnes au bout de 5 secondes, ils vont en avoir marre. Par contre, si tu mets un hook, si tu bouges, tu vois, si tu mets des b-rolls, si tu arrives à toujours capter l'attention, parce que au bout de quelques temps, les personnes peuvent s'endormir sur ta vidéo, donc ils peuvent s'endormir aussi sur ton post. Si tu arrives à les reconnecter à chaque fois, à bouger, par exemple sur les vidéos, bah si tu changes de position, si tu mets une b-roll, si tu mets des montages, bah ça va être agréable. Bah les posts LinkedIn, c'est pareil. Comme tu dis, si tu mets un mot en gras, si tu poses une question dans le post, si tu dis quelque chose qui peut directement tilter la personne, bah, tout ça c'est important. Je voulais le dire parce que je trouve que ça, ces hooks là plus rajouter du storytelling, bah ça change la donne quoi. Tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le parallèle. Je le trouve vraiment cool entre les vidéos type short et les posts LinkedIn parce que je l'avais jamais fait. Et c'est vrai que c'est exactement ça en fait. C'est pareil, mais en vidéo. C'est ça. En fait, à l'écrit, il faut réussir et c'est ça aussi sur LinkedIn qui est très important, c'est la structure, la forme qu'a le post. Les courbes qu'a le post, en fait, moi, je peux voir quasiment, juste avec les courbes du post, si il va être agréable à lire et s'il va faire des vues, etc. T'avais analysé mes posts et t'avais dit qu'ils étaient agréables à lire. Mais moi, oui, c'est vrai que j'ai créé mon propre GPT, ce qui permet d'avoir la structure de post qui correspond à LinkedIn. Et si vous le voulez, vous m'envoyez un message, hein, je vous le donne, ça y a pas de souci. Et bah, c'est depuis aussi que j'utilise ça ça fonctionne hyper bien. Et pour revenir sur le storytelling hyper important. Et je pense aussi, tu vois, je sais que Luther, on parle beaucoup de Luther parce que pour moi c'est une des références au niveau du design. Tu vois. Et il me disait, tu vois, je l'ai eu en call hier, il me disait qu'il faisait pas énormément de storytelling. Et que quand il faisait du storytelling, ça marchait, mais tu vois. Donc je pense aussi, ça dépend aussi de la personne, tu vois. Moi, ils sont peut-être accrochés à moi pour ça, tu vois, alors que peut-être d'autres personnes, ils se sont accrochés pour d'autres choses, tu vois. Il faut tester plusieurs formats et dès que vous avez trouvé le bon format qui fonctionne, bah bombardez-le. Ouais, 100%, 100%. Je pense à des créateurs chez qui ça a très bien marché parce qu'en fait, souvent, ça va être des gens dont on a envie de vivre la vie et qui vont vendre aussi ce truc-là un peu. Bah, souvent, ça va être plutôt des formateurs ou des coachs qui vont vendre un petit peu le fait que, OK, je suis un peu plus loin que toi, un pas plus loin ou peut-être plusieurs pas plus loin. Donc, tu as envie d'avoir mon style de vie. Du coup, je vais te raconter toutes les péripéties, les étapes que j'ai traversées pour arriver à ce point-là et ça va te parler. C'est souvent des coachs. Ça va résonner émotionnellement avec toi. C'est souvent des coachs, t'as raison. C'est souvent ça. Je pense. Parce que du coup, Luther, s'il fait ça, et que lui, alors je sais pas quel type de client il cherche, d'ailleurs, ce serait le premier truc à voir, hein, mais je pense pas que du coup les gens le suivent spécialement parce qu'on a envie de savoir son parcours de design, à part s'il vend à des designers le fait d'arriver à son niveau ou à son niveau de revenu, etc. Lui, il vend l'image. Donc forcément, il faut que son visuel, il soit... Et c'est ce qu'il fait, tu vois. Alors que moi, coach, bah, c'est encore autre chose. Toi, le storytelling fonctionne très bien aussi. Tu vois, j'ai vu un de tes posts qui a bien fonctionné en décembre. Tu avais fait 160 j'aime, quelque chose comme ça. Comme quoi, tu avais fait 10 000 euros, mais que tu n'étais pas satisfait ou je ne sais quoi. Tu vois, du storytelling qui fonctionne, tu vois. Ah bah ça, c'est une belle étude de cas. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, le storytelling, ça marche bien. Et il y a même des subdivisions du storytelling sur LinkedIn qui marchent extrêmement bien. C'est fêter une victoire. Donc, ça veut dire, OK, j'ai atteint X revenus, j'ai atteint X nombre de clients, voilà. Et les gens, c'est la nature humaine aussi qui est très cool. On a vraiment envie d'encourager les autres, etc. Et du coup, on va envoyer des likes, plus que d'habitude, des commentaires et le post va être très viral. Donc ça, c'est un truc qui marche extrêmement bien sur LinkedIn. Moi, aujourd'hui, je suis à la recherche de n'importe quelle excuse pour faire un post pour dire j'ai atteint ça, j'ai fait ça, ouh, les gars, la fête. Ouais. Bah, tu sais que là, tu m'as fait penser à un truc et je me le suis noté parce que je pense que je vais relancer ça. J'avais fait un building public sur 30 jours où je m'étais donné un objectif vraiment d'atteindre, je sais plus, c'était 20 000 euros de CA en un mois. Et je partais de zéro et je partageais vraiment de façon transparente mes résultats. Donc je savais vraiment pas ce que ça allait donner. Et ben j'ai fait plus de 33 000 en un mois. Donc j'ai explosé l'objectif qui était de 20 000 et j'ai vraiment fait ça en direct. Et c'est là que j'ai vu mes statistiques augmenter. Et tu vois, je me le suis noté, lancer un building public parce que c'était mon objectif d'en relancer un. Mais ça avait bien fonctionné parce que les personnes qui vont lire tes posts, ils aiment bien en savoir un peu plus sur toi, ils aiment bien voir tes objectifs. Donc et puis voir l'avancée aussi. Donc storytelling, c'est du storytelling encore. Hyper intéressant, ouais, 100%. Donc, je sais pas si toi t'en avais fait, mais toi ça serait
alors petit conseil, hein, ça serait pertinent d'en faire un sur ton outil, tu vois. Ouais, totalement, super conseil. C'est pour une ligne directive de je le sors dans 30 jours, reste avec moi pendant 30 jours pour voir l'avancée de la création de cet outil ou un truc comme ça, tu vois. Petit conseil. Non, excellent. Et j'essaye déjà de le faire un petit peu J'ai remarqué, de building public, etc. Et justement, j'allais prendre l'étude de cas juste après là d'un post que j'ai fait building public qui a bien marché parce que justement j'ai utilisé des techniques et depuis peu je les utilise beaucoup plus vu que j'ai développé mon outil où j'ai dû prendre connaissance de toutes ces techniques et tous mes posts font beaucoup plus d'impression de façon assez logique même si je l'utilisais pas encore à ce moment-là. Mais ouais, une autre aussi qui marche bien, c'est l'inverse. C'est donc j'ai dit fêter une victoire, l'autre c'est fêter une défaite en fait, c'est dire ok, j'ai merdé, j'ai fait ça et ça plaît aussi bien dans un sens, ça marche aussi bien de la même façon ces posts-là. Ouais, c'est vrai. La transparence en fait, finalement, l'authenticité, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour enchaîner, parce que sinon je voulais faire une petite étude de cas juste sur le post que je disais où il a fait 20 000 impressions, je crois. Tu me disais 150 likes et où je disais j'ai fait 10 000 euros et justement je building un peu public et du coup je disais que c'était mon objectif, etc. Donc les gens avaient ça en tête de ok Yanis, son but c'est dans un premier temps d'atteindre 10 000 euros et quand je l'ai atteint, j'ai fait un post pour le fêter et 2 jours plus tard j'ai fait un post où je dis c'est de la merde, je suis pas satisfait, grosso modo. Et du coup, ça, on parlait des techniques tout à l'heure. Ça, je l'ai fait volontairement parce que c'est une accroche contrarienne. Du coup, la plupart des gens, ils sont mais 10 000 euros, c'est trop bien. Tu vis avec 10 000 euros, t'es mieux que 95% des gens. Si tu te plains, c'est que t'es de merde. Et du coup, je suis arrivé, j'ai dit 10 000 euros, c'est à chier, je suis pas satisfait. Et du coup, les gens sont arrivés et ça a créé du débat forcément. Mais pas trop. C'est-à-dire que ça a polarisé comme il faut. Ouais, oui, après, il faut savoir comment tourner le post, forcément. Ça, maintenant, t'as l'expérience. Pour aller plus sur l'année 2026, l'algorithme LinkedIn 2026, tu en penses quoi? Tu penses que c'est quoi qui va fonctionner cette année? Ça va être toujours les mêmes types de posts ou là, il y a vraiment quelque chose qui va ressortir cette année? Toi qui es dans les analyses, dans les statistiques, tu peux peut-être nous en dire plus. Ouais, alors déjà, je dirais qu'il n'y a pas d'études ou d'analyse miracle que je vais pouvoir sortir. Peut-être plutôt, on va pouvoir dénicher les tendances ou ce genre de choses-là. Ce que je vois beaucoup, et ça, je pense que tout le monde peut le remarquer, c'est que l'authenticité, et notamment le format vidéo, qui est le seul qui permet une vraie authenticité, est en train de beaucoup exploser. Je vois de plus en plus de gens sur LinkedIn faire des lives, créer des rendez-vous toutes les semaines, etc. Faire des vidéos short, building public, et je ne sais pas, je n'ai pas les datas sur est-ce que ça marche mieux ou moins bien qu'avant, mais en tout cas, c'est vraiment une marche dans laquelle on va. Des gros créateurs sont en train de faire ça, des Ruben Tayeb, des Hugo Gédio, donc les gros piliers, on va dire, sur LinkedIn qui sont en train de se lancer là-dedans. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers ça, parce qu'il y a 2 camps en fait. Il y a des camps il y a le camp qui va utiliser de plus en plus l'IA, qui va de mieux en mieux s'en servir et qui va avoir de très bons résultats. Il y en a d'autres qui vont un peu se mettre en opposé à ça et faire des lives, créer plus de l'humain, etc. Donc ça, c'est pour sans viser là. Sur les lives. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une très bonne chose. Même moi, j'en ai fait précédemment et ça marche très très bien. En fait, ça permet, je trouve, de faire des lives, de créer des super fans. C'est-à-dire des gens qui vont venir assister au live, qui vont voir que t'es pas juste un créateur LinkedIn et que t'es pas juste là pour leur vendre des trucs ou quoi, et que tu veux aussi apporter de la valeur, donner des conseils, etc. sans plus. Et ils vont peut-être s'attacher à toi, t'apprécier, etc. Après, au niveau des datas et de moi ce que j'ai analysé, ça va toujours être à peu près les mêmes patterns. Donc c'est les tactiques, les longueurs de poste, les longueurs de phrases, etc. qui vont rester les mêmes. J'ai pas eu d'énorme évolution en fait sur ce qui allait arriver en 2026. C'est à peu près les mêmes règles qui vont continuer de s'appliquer. Peut-être que juste que ça risque d'être encore plus compétitif et que donc plus les outils vont être bons, plus les gens vont être bons en création de contenu, plus il va y avoir de créateurs de contenu, plus ça va demander d'être bon. Et ce qu'il faut comprendre sur LinkedIn, c'est que ça marche en cycle. C'est-à-dire il y a des cycles où certains contenus vont marcher, puis ça va s'épuiser complètement et ce contenu-là ne va plus marcher, il va falloir passer sur autre chose. Et donc le but, c'est d'être au courant de ces cycles, d'être vraiment immergé dans la niche pour les voir arriver et en profiter aussi. Ouais, c'est ça, je l'ai remarqué aussi. Je l'ai remarqué aussi qu'il y a des cycles. Il y a aussi des cycles où l'algorithme, et ça c'est comme sur tous les réseaux, change. Instagram, début d'année, on est passé sur celui qui postera le plus, qui sera le plus visible. Je te le disais tout à l'heure. Pour ça que je poste 6 fois par jour sur Instagram. J'essaye, tu vois, par exemple, la même chose sur LinkedIn, de poster 2-3 fois par jour. Je suis pas sûr qu'on est encore dans ce niveau-là sur LinkedIn, tu vois, pour l'instant. Je sais que moi, ça avait boosté ma visibilité début 2025. De poster 2-3 fois par jour.
Je sens que là, tu vois, peut-être que ça c'est sous format vidéo, ce que je disais à un élève ou une élève, je ne sais plus, ou peut-être aux deux, une et un élève. Le format vidéo fonctionne bien, mais pas forcément le format vidéo où on te voit toi comme en type réel, mais plutôt le format vidéo, par exemple, une scène d'un film qui peut refléter ton post. Moi, je sais que ça fonctionne très très bien chez moi. Un post que j'ai fait a fait 8 ou 900 likes, 200 000 impressions. Et c'était grâce à ça. Et à chaque fois que je poste ce type de format-là, je sais que là, dans 1 heure, j'en ai un, je crois, si je me trompe pas, de ce format-là, qui va se poster. C'est des choses qui fonctionnent bien, tu vois. Donc, c'est les choses que j'ai remarquées en tout cas, ce début d'année-là. C'est les choses que j'ai remarquées. Mais façon, au bout d'un moment, le format vidéo va arriver sur LinkedIn et il va performer, hein, c'est sûr. Je sais plus quel créateur j'ai vu qui faisait ça. Hier, j'ai vu qu'il faisait que du format vidéo sur LinkedIn, format face cam réel, et ça fonctionnait hyper bien. Donc ça va forcément arriver au bout d'un moment. Ouais, ils ont essayé un petit peu là aussi de le mettre en avant. C'était début d'année dernière et après ils ont retiré. Il y avait un espèce de feed uniquement pour les vidéos. C'est ça. C'est là que j'ai testé. Ok, je vois. Et après, un truc que j'ai omis parce qu'on parlait vraiment de posts, etc. Mais les commentaires. Les commentaires, en fait, en 2025, ça fait que exploser. Moi, je dois avoir plus d'1 million de commentaires aujourd'hui en base de données. Et les utilisateurs, ils font de plus en plus d'impressions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des utilisateurs qui ont 1000 abonnés, qui font 2-3 likes par post, qui font 100, 200, 300 000 impressions par mois avec leurs commentaires. Des fois, il y a des commentaires qui font 50 000, 60 000, 100 000 impressions. Alors, je dis ces chiffres pour que les gens, ça leur fasse un choc mental et qu'ils se mettent à faire du commentaire parce que c'est hyper, hyper important. Et évidemment, parfois, sans faire 100 000 impressions, ça apporte pas 15 000 clients, etc. Mais c'est vraiment un truc de fou. Genre, les commentaires sont en train d'exploser de malade mental. Il y a plein de théories là-dessus. Il y a plus de créateurs. Les gens font de l'IA, blablabla. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, c'est en train de marcher de mieux en mieux. Donc, je peux que vous inviter à faire du commentaire. Ouais, moi c'est le truc qui m'a fait exploser aussi. Je pense que si j'avais pas fait cette stratégie de commentaire, j'en serais pas là, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais pris LinkUp à l'époque et puis que là j'ai délégué cette partie-là. Je sais que je fais un peu plus de 200 commentaires par jour. Ouais, tu m'avais dit. Tu le savais que je bombardais les commentaires. Moi, des fois, je bombarde tellement les commentaires que LinkedIn me disent oh, on vous stoppe de 3 heures, tu vois. Tous les matins, ça me fait quasiment ça, tu vois. Tellement je bombarde de commentaires. T'es limité à 100 max. Ça dépend des comptes, mais au max, t'es limité à 100 commentaires par jour. Ah bah c'est à peu près ça là. Ouais, un peu plus de 100, peut-être 115, tu vois, un truc comme ça. Et après, il te bloque pour la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est hyper important, surtout au départ, tu vois. L'après-midi, mon deuxième poste de l'après-midi qui est à 15h, je le mets à 15h, je fais pas d'interaction, tu vois. C'est pour ça que je fais format vidéo. Format vidéo, peut-être que t'as un peu plus de visibilité. Les formats de vidéo, t'as un peu plus d'impression que les formats post. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. Tu vois. Mais alors, c'est vrai que les commentaires, j'en ai pas trop parlé. Je sais pas si c'est un sujet que tu veux qu'on aborde. Tu peux l'aborder. Hein. Ouais, mais les commentaires, tu parlais de faire des commentaires à 2-3 heures de l'après-midi. Alors, effectivement, ça n'a aucun intérêt de faire des commentaires à 2-3 heures de l'après-midi parce qu'il y a 2 facteurs primordiaux c'est les plus importants sur l'espace commentaire. Alors, je pourrais, pareil, j'ai les stats là-dessus, mais en gros, si tu commentes, il faut absolument que ça soit dans les 2 premières heures d'un post. Si c'est après les 2 premières heures, ton post est déjà invisible. J'ai plus les stats devant les yeux, mais c'est divisé par 3 ou 4 la visibilité, à peu près, si on prend la médiane de tous les commentaires que j'ai en base de données. Tout simplement parce qu'en fait, l'espace commentaire fonctionne par boule de neige. Plus tu es le premier à commenter, plus il y a de gens qui vont voir ton commentaire potentiellement liker, plus il est vu et liké, plus il va remonter dans les commentaires, plus il va être à nouveau liké et vu, plus il va remonter, et après, tu as été le premier commentaire qui a plein de likes et d'impressions. Donc, le but, c'est vraiment d'être un des premiers à commenter. D'autant plus que si ton but, c'est d'être visible chez le créateur que tu commentes, dans le cas où tu commentes plutôt des petits créateurs, il y a 2 stratégies de commentaires. Tu vas commenter des petits créateurs pour être visible par le créateur directement, ou tu commentes des plus gros créateurs pour être visible par tous les gens qui voient et consomment le contenu du créateur. Mais donc, le truc le plus important, c'est de commenter rapidement sous le post. Et le deuxième truc le plus important, c'est de commenter les bonnes personnes. Si tu as commenté le boulanger du coin, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour ça, il y a plusieurs catégories. Il va y avoir le top créateur dans ta niche, donc quelqu'un qui fait beaucoup de visibilité dans ton industrie, où tu es sûr que si tu vas laisser un commentaire chez lui, toutes les personnes qui consomment son contenu sont potentiellement des clients pour toi et qui vont voir ton commentaire. Donc, si tu as fait un commentaire à 100 000 impressions et que tu es le top commentaire, c'est merveilleux. Petite tips comme ça, les commentaires qui marchent extrêmement bien chez la plupart des gens, c'est l'humour.
L'humour en termes d'impression fonctionne très très bien, et après ça va être des commentaires très très longs où tu apportes vraiment beaucoup de valeur. Donc voilà, donc vitesse de commentaires sous le post et choisir le bon créateur. Donc c'est pas top créateur dans la niche, des concurrents, des pairs, mais en tout cas des personnes dans l'industrie, dans ce que j'appelle la chaîne de production. Donc prenons l'exemple d'un designer. Si t'es designer, ta chaîne de production, ça va être les développeurs, les marketeurs, parce que vous travaillez sur le même produit. Donc c'est pas forcément des personnes qui font la même chose que toi, mais ça peut être des personnes sur la même chaîne de production aussi. Ok. Bah tu vois, j'ai pris des notes. Peut-être aussi, ça c'est important, de commenter chez les bonnes personnes. Commenter chez les personnes aussi qui peuvent vous redonner de la force aussi derrière. Ça c'est important aussi, tu vois. Donc non, t'as tout dit. Et est-ce que tu penses que l'IA et le contenu donc généré par l'IA vont être un frein à l'avenir pour ta visibilité? Ou est-ce que c'est encore l'authenticité qui va primer? Rappelle-toi de la stat que je t'ai donnée tout à l'heure de Baptiste, ou que j'ai en podcast hier. Le test qu'il a fait entre post généré à la main sans IA et post généré avec l'IA. T'en penses quoi de ça? Ouais. Alors, le post est intéressant en tant que tel. Après, il est intéressant, mais il vaut pas grand-chose dans le sens où il est fait sur un post. Donc, il y a tellement de facteurs qu'on peut pas... il faudrait vraiment l'analyser sur des dizaines de milliers de posts pour qu'on en tire quelque chose de concret. Moi personnellement, j'ai pu tester de générer des posts avec IA avec mon outil là sur une dizaine de posts et avant sans IA. S'il est bien utilisé, c'est sûr que moi j'ai fait beaucoup plus d'impressions parce que par défaut je suis pas copywriter. La plupart des posts que je vois bien fonctionner en termes de likes, etc., ils ont une partie faite par IA. À combien de pourcentage, ça je ne saurais le dire, mais ils ont une partie faite par IA, et pour moi on va arriver à peu près au même résultat que les commentaires. C'est en fait, tu peux pas fermer les yeux et dire l'intelligence artificielle n'existe pas, donc tu es obligé de l'intégrer dans ton processus si tu veux pas être un gars en fait qui cultive son champ avec une faux pendant que le gars il est une méga usine avec plein de trucs et qui te détruit complètement. Donc tu es obligé d'utiliser, sinon tu es plus compétitif. Mais en même temps, si l'IA fait tout pour toi et qu'elle te remplace à 100%, à mon avis, il y a d'autres problèmes qui vont apparaître, et aujourd'hui, tu es censé être un créateur, incarner une personal brand, etc. Honnêtement, je sais pas quel problème il peut t'arriver. Pour l'instant, je les ai pas en tête, mais j'aurais tendance à croire qu'effectivement, si l'IA te remplace complètement, c'est pas worth sur le long terme. Donc moi, aujourd'hui, l'outil que je suis en train de développer sur ce sujet-là, je le fais de telle sorte que il améliore l'intelligence de la personne au fur et à mesure qu'il l'utilise. Donc en fait, j'éduque beaucoup la personne pour qu'elle devienne un bon copywriter et pas uniquement que l'IA fasse le travail à sa place, parce qu'en plus, l'IA de telle façon qu'il est utilisé, c'est-à-dire il y a un pourcentage de flop, un pourcentage de trucs qui est bien, mais en fait, tu sais pas qu'est-ce qui est le flop, qu'est-ce qui est bien. C'est à toi d'arriver d'analyser le truc, d'analyser le résultat, de savoir ce qu'il faut poster. Et du coup, ça demande une certaine connaissance, etc. Et du coup, pour moi, c'est toujours la philosophie human in the loop. C'est l'humain qui garde le contrôle, et l'IA doit être dans le process si tu veux rester compétitif. Bah, t'as tout dit, je crois. Tu réponds même à mes questions avant que je les pose. Et toi, alors, t'en penses quoi de ce sujet de l'IA? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, en fait, et je finirai là-dessus, qui est très subjectif, dans le sens où ça dépend aussi beaucoup de la morale de chacun et de la vision du monde de chacun. Et on pourrait parler en termes de performance, où pour moi, l'IA va forcément finir par être plus performante pour tout le monde, surtout pour quelqu'un qui est très mauvais, et si tu te dis, forcément, il sera meilleur. Mais voilà, on a tous après aussi notre vision, quoi. Si tu veux te démarquer, storytelling d'authenticité, tu peux t'aider de l'IA pour, moi, tu vois, je vais pas mentir, je m'aide de l'IA pour mes posts. Moi, je l'ai donné hier, ma stratégie dans l'ancien podcast, et je peux la redonner là. C'est que moi, j'ai une idée de post, je l'écris dans mes notes, et comme je connais un peu la structure des posts, je sais que tous les 2-3 lignes, il faut sauter une ligne, je sais qu'il faut des phrases courtes, etc. Donc, j'écris mon post, tout ce que j'ai en tête, et je le mets dans mon GPTs, qui me permet de restructurer mon post et surtout de corriger mes fautes d'orthographe, parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe sinon. Et voilà. Et après, voilà, mon post est prêt. Tu vois, mon post est prêt. Donc en 10 minutes, j'ai fait mon post, et il garde mon ton, il corrige juste mes fautes d'orthographe, il le restructure, c'est tout, tu vois. Et j'ai toujours fait ça. Beaucoup de personnes me disent de déléguer ma partie création de contenu, ou alors d'utiliser un outil qui peut me créer du contenu pour gagner encore du temps, tu vois, parce que quand tu veux scaler ton activité, ça c'est encore autre chose de LinkedIn, mais quand tu veux scaler ton activité, plus tu vas déléguer, plus tu vas gagner du temps et te concentrer sur l'essentiel. Problème, c'est que moi je veux garder cette authenticité, ce storytelling, tu vois. Et en plus, j'aime créer du contenu, donc c'est encore mieux, tu vois. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi.
l'IA t'aide, mais trop d'IA va te tuer sur LinkedIn au bout d'un moment, quoi. Et en plus, tu peux te faire prendre des restrictions. Tu vois, je me suis pris une restriction de 24 heures la dernière fois à cause d'un outil IA que j'ai utilisé un peu trop, tu vois. Ouais. Trop de messages envoyés, tue le message, tu vois. Ok. Ouais, c'est l'automatisation, du coup, plutôt, dans ce contexte. Ouais, c'est une automatisation. Tu sais, j'avais fait ma masterclass il y a 2-3 semaines. Et après ma masterclass, je voulais relancer les gens. Merci d'avoir participé, etc. Sauf qu'à la main, même pour la personne qui prospecte à ma place, ça fait 400-500 messages, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais mettre une automatisation. Je l'ai envoyé sur 2-3 jours, mais 500 messages sur 2-3 jours, ça fait encore un peu de trop, je crois. Donc voilà. L'automatisation, c'est LinkedIn. En fait, ils ont des patterns qu'ils peuvent repérer. C'est surtout que c'est un truc qui est facilement repérable par rapport à d'autres trucs qu'ils aiment pas. Donc en fait, ils peuvent plus facilement te mettre un avertissement sans prendre trop de risques que t'aies pas fait une connerie. Là où, par exemple, si on devait bannir des commentaires des commentaires faits par quelqu'un, s'ils ont fait par IA ou non, c'est assez subjectif. T'en as, dans certaines niches, on s'en rend pas compte, nous, parce qu'on est dans cette niche-là, assez connectée, etc. Mais t'as des niches où ils écrivent comme des IA, en fait. Parce qu'une IA, comment elle écrit, elle écrit comme l'humain moyen, finalement. Et du coup, c'est beaucoup plus dur pour LinkedIn de détecter ou pas s'il y a un ban à ce niveau-là. Et une question que beaucoup de personnes disent en tout cas, et que je vois même dans des posts. Est-ce que c'est l'algorithme le problème ou c'est la personne qui crée le post? L'algorithme est juste un truc mathématique qui est censé mettre en avant les meilleurs posts. Donc en tout cas, LinkedIn développe au quotidien un algorithme qui a pour but de distribuer au mieux les posts aux gens. Donc forcément, l'algorithme pourrait être amélioré, mais à bout d'un moment, c'est juste faut se remettre en question. Puis même, de manière juste philosophique, en tant qu'entrepreneur, c'est la pensée stoïcienne, pardon. Agis sur ce que tu peux agir, accepte ce que tu ne peux pas changer, et il faut que tu aies la sagesse de distinguer entre l'un et l'autre, quoi. Ouais, ok. Ouais, t'as répondu à la question. Et pour répondre à une question qui m'a fait sourire, Clément, ton automatisation à 1h45 du matin, faut éviter. J'ai pas d'automatisation la nuit. C'est mon setter qui est dans un autre pays et qui est élevé à 1h47 pour répondre à la question. Enfin, pour répondre à la phrase. Non, mais ouais, t'as raison. L'algorithme, on met souvent la problématique sur l'algorithme, et c'est pareil sur YouTube, Instagram, tous les réseaux. TikTok, tu vas sur TikTok, tout le monde se plaint de l'algorithme, mais c'est pas l'algorithme. Le problème, c'est souvent tu postes au mauvais moment. Alors c'est sûr que si t'as un bon post, il va fonctionner. Si t'as une bonne vidéo, elle va fonctionner. Et c'est sûr aussi, il y a des bons moments, comme tu disais tout à l'heure, si t'as la vidéo de la personne, de son collègue, ils sont trompés, je sais pas quoi tu disais tout à l'heure. Tu le postes le lendemain, ça va fonctionner. Tu postes 2 mois après, ça va pas fonctionner. Il faut savoir aussi prendre les moments tendance, c'est le mot que je cherchais, publier dans les bons moments et puis avoir les bonnes structures de poste, tu vois. C'est comme un business qui fonctionne. Si t'as pas de structure, c'est pour ça que je dis toujours, si vous voulez scaler, il faut structurer son business, tu vois. Et c'est ma phrase, c'est ma devise. Enfin, c'est ma promesse plutôt. Donc ouais, non, t'as totalement raison. Beaucoup disent aussi, moi je le pense pas, mais beaucoup disent aussi que LinkedIn est saturé pour 2026. T'en penses quoi de ça? Je pense que c'est plus compétitif qu'avant, effectivement, et que ça sera sans doute encore plus compétitif en 2027. Donc, le meilleur moment pour se lancer, c'est le plus tôt possible. Donc, hier, c'est plus possible, donc c'est maintenant. Ouais, compétitif. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de compétitivité sur Instagram, YouTube à la rigueur que LinkedIn, tu vois. Mais c'est sûr. Enfin, là-dessus, je crois qu'il y aura pas de débat. LinkedIn, c'est un des meilleurs endroits pour avoir des résultats rapidement. Donc oui, LinkedIn est saturé dans le sens où effectivement il y a 5 ans c'était moins saturé, mais c'est peut-être beaucoup moins saturé qu'il y a dans 5 ans ou que YouTube, donc c'est très subjectif. Je sais pas en fait à quel moment on peut dire que c'est saturé. Moi, ce que je peux dire c'est que ça reste un excellent moment aujourd'hui pour se lancer sur LinkedIn et qu'il faut pas se trouver des excuses. Ouais, non, t'as raison. Plus tôt tu te lances, plus tôt t'auras des résultats déjà. En plus, c'est effet boule de neige. Donc plus t'avances, plus tu tiens longtemps, plus t'as des résultats. Moi aujourd'hui, j'ai des résultats qui sont bons, mais pendant 1 an et demi, en fait, moi les très bons résultats, ils ont commencé à arriver il y a 6 mois, tu vois. Donc j'ai créé du contenu pendant 2 ans. Ouais, en fait, comme moi. Et t'en penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses qu'il y a des bons types de profils pour être sur LinkedIn, ou alors il y a un type de profil qui devrait pas se lancer parce que LinkedIn n'est pas fait pour ce type de profil-là? On parle souvent du B2C,
par exemple, est-ce que c'est bien pour eux de se lancer sur LinkedIn ou pas? Alors, on parle plutôt de la personnalité de la personne ou de son business? Les deux. Ok. Bah oui, alors pour moi déjà, il y a pas de LinkedIn n'est pas forcément mauvais ou bien pour un business, c'est juste tu as une stratégie. Donc tu te poses la question quel est le meilleur canal sur lequel il faut que j'aille en priorité pour attirer mes clients. Si la réponse est LinkedIn, bah viens sur LinkedIn. Si la réponse est YouTube, va sur YouTube. Si la réponse est Instagram, va sur Instagram. Et une fois que tu arrives sur LinkedIn, est-ce qu'il y a une bonne, je pense qu'il y a évidemment des personnalités qui fonctionnent beaucoup mieux. Alors là, je donne une stat, je sais pas si je me mets dans des soucis ou pas, mais typiquement les filles ont beaucoup plus d'impressions par défaut sur LinkedIn. Les personnes attrayantes avec ce qu'on appelle le halo effect, donc le fait que comme on les trouve, comme elles sont attrayantes physiquement, on va leur attribuer plein de qualités cognitives, morales, etc. Donc par exemple, ok, ce gars-là il est hyper beau gosse, donc il doit être intelligent, empathique, nanana. Donc voilà, effectivement, il y a plein d'avantages. Comme partout, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un cas catastrophe où tu peux pas te lancer sur LinkedIn, peu importe ta personnalité, tu peux te donner les moyens et je suis assez convaincu que même si on a tous une essence de ok on est telle personne etc, on a tellement une marge de progrès, d'amélioration, de ok je peux modifier ma personnalité que je pense 99,9% des gens peuvent venir sur LinkedIn sans souci. Ouais, bah t'as encore tout dire. Après c'est sûr que si tu as un business, là on rentre plus dans le côté technique, côté business. Moi qui est coach pour aider à structurer ce qui est business, je vais moins conseiller LinkedIn pour par exemple un coach sportif que pour une personne qui est en B2B, tu vois. Ça, je vais plutôt aller dire va sur Insta et à la rigueur tu peux peut-être aller après sur LinkedIn pour un deuxième canal d'acquisition, tu vois, mais pas, je vais pas le privilégier au départ, tu vois. Ça dépend aussi du type du business, ça dépend aussi de la personne. Si elle est plus à l'aise à faire des vidéos, Instagram, tu vois, Instagram, TikTok, YouTube. Si t'es moins à l'aise, t'es un peu plus timide, t'as pas la personnalité qui fait qui a envie de faire des vidéos, je vais te dire d'aller sur Instagram, tu vois. Ça dépend aussi un peu de ça. T'as 100% raison. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Effectivement, je pense à plein de gens. Je me dis, ok, lui, il est fait pour faire des vidéos et tout. Il parle bien, il est énergique, etc. Et t'as d'autres personnes, tu vois, qui vont être. Je prends mon exemple, qui est très parlant. Moi, je m'exprime relativement bien à l'oral. En tout cas, ça, j'ai pas trop de mal, pas trop de difficultés. Donc, je me suis lancé sur YouTube parce que j'aime bien et j'aime bien parler, etc. Par contre, à l'écrit, si tu me mets pas à l'IA, mais c'est une faute tous les mots, quoi. Donc, c'est catastrophique. Donc, pour moi, par défaut, je me suis lancé sur YouTube en me disant c'est plus fait pour moi. Et effectivement, tu as très très bien dit. Je pense qu'on a des facilités et peut-être des endroits qui seront plus faits pour nous, quoi. Mais après, être visible, si tu veux développer ton business, être visible partout. Bon, bah, y a rien de mieux, tu vois. C'est pour ça que j'essaye d'être un peu partout. Toi, t'es que sur LinkedIn pour l'instant et YouTube? J'ai YouTube. Là, avec le Business Link Up, parce que j'ai d'autres business avant où les canaux étaient différents. Avec le Business Link Up, j'ai YouTube, j'ai LinkedIn et bon, j'ai Discord et email, mais ça compte pas trop parce que c'est des gens que j'ai acquis via LinkedIn et YouTube, donc c'est LinkedIn et YouTube, quoi. Ok. Et pour finir sur le sujet LinkedIn, et puis après on pourra clôturer encore quelques questions. Comment tu penses que les personnes qui publient sur LinkedIn devraient se différencier pour se différencier de ses concurrents, tout simplement? C'est-à-dire en création de contenu, dans ce qui crée. Toujours en créer du contenu ou prospecter, hein, tout ce qui fait partie de LinkedIn. Comment il pourrait se différencier de ses concurrents? Écoute, je vais te donner une réponse assez pragmatique. Moi, tout ce que je fais, je le fais après une analyse concurrentielle. Donc, je vais voir ce qui se fait aux US, en France, etc. Mes concurrents, ce que j'appelle les indirect EVOC. Donc, c'est EVOC, c'est IVOC, ça veut dire Indirect Voice of Customer. C'est en gros tous les avis que tu peux retrouver sur tes concurrents ou des personnes de ta niche qui ne sont pas des avis qui peuvent être biaisés. Donc, un avis biaisé, c'est par exemple un avis qui est sur la landing page de ton concurrent. Il l'a choisi, c'est lui qui l'a mis là. Et ce trouve, il est peut-être même pas vrai. Donc, l'avis est clairement biaisé. Par contre, tu peux aller dans des forums, dans des commentaires sur Reddit, sur Trustpilot, sur des plateformes où tu vas avoir des vrais avis sur ces personnes-là, sur ce qu'ils font. Tu peux analyser ce qu'ils font. Et à partir de ça, à partir de toutes les datas que tu as,
bah, tu prends une décision, une direction qui va te permettre de te différencier. Ça, c'est en business ce qu'on appelle une USP, une Unique Selling Proposition. Donc moi, par exemple, quand je suis arrivé, il y avait déjà des concurrents qui faisaient ce que je faisais avec LinkUp, et j'ai remarqué tous un point commun chez absolument tous mes concurrents, c'est qu'ils faisaient des commentaires IA absolument à chier. C'est-à-dire, tout le monde disait mais les commentaires IA sont catastrophiques. Et du coup, ma première proposition de valeur, c'était des commentaires IA qui sonnent comme toi. J'ai été un des premiers qui arrivait avec cette proposition de valeur. Alors au tout début, c'était pas totalement vrai. Et la promesse était assez mal tenue, on va dire. Mais plus on a avancé, plus on s'est concentré là-dessus. Et aujourd'hui, on a une IA qui est meilleure que tous les outils du marché pour faire des commentaires. Donc voilà, j'ai essayé de prendre mon exemple un petit peu pour faire ma réflexion. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, non, t'as très bien répondu. Et beaucoup aussi copient leurs concurrents pour essayer de performer. Tu penses que c'est bien ou c'est un piège? Ça dépend de la morale de chacun. Moi, personnellement, ça me dérange. Je trouve ça moralement très, très, très discutable. Après, je crois pas que ça soit puni par la loi. Et j'ai des amis à moi, par exemple, qui vont copier quasiment tel quel du contenu US et ça marche extrêmement bien. Donc, la limite est assez floue, en fait. Il y en a qui vont se permettre de copier 20%, d'autres 40%, d'autres 60%. Je pense que c'est très subjectif à chacun et qu'il faut juste être droit dans ses bottes. Si tu penses que copier, il n'y a pas de mal, et si t'en es convaincu, bah écoute, mec, copie, et les autres vont te copier, et tu penses que le monde fonctionne comme toi, tu vois, t'as tes droits. Si tu penses que t'as le droit de copier à 50%, voilà. Pour moi, là, il n'y a pas de bonne réponse. Le seul risque auquel tu peux t'ouvrir si tu copies vraiment trop, c'est que ça peut, à un moment donné, niquer totalement ton business. Parce que il suffit que ça se voit, et après, les autres, ils vont se dire, mec, enfin, la plupart des gens vont trouver ça pas bien du tout, 90% des gens, et du coup, tu risques de te mettre à dos toute ton audience, quoi, du jour au lendemain. Tu peux t'inspirer, c'est ce que je dis, tu peux t'inspirer, mais pas copier, quoi, tu vois. Tu peux t'inspirer. Tout le monde s'inspire. Enfin, je vois pas de personnes qui ne s'inspirent pas que ce soit, je parle d'Insta, de tous les canaux, enfin, de tous les plateformes de réseaux sociaux, tu vois. Tout le monde s'inspire. Mais de là à copier mot pour mot, ouais, non, faut pas. C'est une très mauvaise idée, mais s'inspirer, bah, t'es obligé au bout d'un moment de t'inspirer. T'es obligé. Enfin, je pense que tout le monde s'est déjà inspiré de quelqu'un, tu vois. Je pense. Oui, non, t'as 100% raison. Moi, j'ai essayé de partir un peu en mode philosophie et tout, mais t'as 100% raison. Faut juste pas copier et arrêter des trucs de merde aussi à un moment donné, hein, mais ouais, s'inspirer, oui, c'est tout à fait possible. Et puis même, notre cerveau, même si tu t'inspires de rien, en fait, ton cerveau, c'est juste qu'il a récupéré des datas, des choses qu'il a vues dans le monde et il s'inspire indirectement. Donc, c'est toujours d'inspiration. Puis tu te dis, c'est vrai qu'il a eu une bonne idée de poste sur ça. Puis tu le fais à ta façon, tu vois. Mais ouais, non, faut pas copier. Ce que j'aime bien, et je finirai là-dessus, ouais, c'est ce truc de analyser tout ce que fait tout le monde et juste reprendre le meilleur de chacun. Je trouve ça hyper intelligent comme façon de copier. En fait, tu copies tout le monde, mais en fait, personne va te dire que t'as copié parce que t'as pris les meilleurs éléments de tout le monde, t'as innové, t'as créé quelque chose de 10 fois mieux que tout le monde. Et ça, je trouve que c'est une belle façon de copier. Ouais, tu m'étonnes. Pour finir, j'ai encore 2-3 questions, mais vraiment des questions de clôture. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous regardent pour devenir vraiment viral, entre guillemets, sur LinkedIn, ça serait quoi? Je dis entre guillemets parce qu'on veut pas avoir des vues, on n'est pas influenceur, mais être viral pour son business. Qu'est-ce que ce serait? Ok, je vais donner une réponse très rapide de clôture. C'est la controverse qui marche bien, la polarisation et les sujets tendances et les lignes magnétes. Sujet tendance, c'est OK, vite, je suis le premier à parler de ce truc, cette nouvelle IA. OK, voici la nouvelle IA qui écrase toutes les autres de 100%. La GI est atteint, l'IA va nous remplacer. Voilà, là, t'as ton contenu génial, tout le monde fait ça, c'est magnifique, ça peut que marcher. Ça, c'est viral. Les lignes magnétes, c'est viral. Voilà. Réponse de clôture. Et dernière question. Enfin, 2 questions en une. Une chose que les personnes doivent faire maintenant sur LinkedIn pour réussir et une chose qu'ils doivent arrêter immédiatement pour pas que ça fasse l'effet inverse. Ok. Une chose que les gens doivent commencer maintenant, c'est ça? Ouais, commencer à faire dès à la fin de ce live. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ok. Alors, je vais prendre un truc qui parlera peut-être à peu de gens, mais qui est très concret et qui, moi, m'a bloqué pendant très longtemps. C'est que moi, je valorisais trop mon temps. Ce qui fait que sur LinkedIn, ça a été mal compris, mais j'envoyais tout le monde se faire voir en mode, je prenais pas le temps de répondre, d'apporter de la valeur gratuitement et tout. J'étais en mode, non, si t'es pas client et tout, vas-y. Je prends pas le temps, je te ghost ou quoi que ce soit. Et ça m'a pénalisé pendant très longtemps sans que je me rende compte.
parce que c'est la mauvaise philosophie de dingue à adopter sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social un peu particulier où c'est beaucoup de relations, en fait. Il faut vraiment parler aux gens, faire des appels avec eux, etc. C'est pas Instagram où, j'ai l'impression, en tout cas, ce sentiment que j'ai, où Instagram, tu pourrais vraiment juste être un créateur, être un peu au-dessus de tout le monde, te permettre de pas répondre et ça marcherait. Sur LinkedIn, c'est un peu différent. On est un peu tous au même niveau et il faut, répondre, prendre le temps de répondre, donner de la valeur à tout le monde. Et en fait, tu t'en rends pas compte, mais 6 mois derrière, ce gars-là, il va se dire, bah putain, Yanis, il a été super sympa avec moi, il a pris le temps de me répondre, et du coup, il va parler comme ça de toi autour de lui. Et comme LinkedIn, c'est un microcosme où tout le monde se connaît, bah tu vas avoir une super image sur plusieurs cercles, 3 cercles plus loin que le tien. C'est-à-dire un ami d'un ami d'un ami, il va te connaître de manière positive parce que tu aurais été positif avec toutes les personnes autour de toi. Moi, ça, c'est une erreur que j'ai fait. C'est au début, je disais, je mettais des vents, je m'en battais les couilles, etc. Et du coup, je développais ce truc de putain, le mec est arrogant, hautain, il prend pas le temps. Et ça a été une énorme erreur. Et pour faire un truc qui va dans le même sens, côté positif, du coup, cette fois-ci, un truc trop important, c'est du coup LinkedIn, c'est un réseau social où il faut vraiment créer un max de relations. Donc il faut prendre le temps de répondre aux autres, d'apporter de la valeur, de faire des messages WhatsApp, de faire des appels avec eux, de créer de la relation et vraiment être un truc que tu as dit et que je trouvais hyper important, c'est give. Donner un maximum aux gens, leur accorder du temps, de la valeur, tout ce qu'il faut en fait, vraiment leur donner un maximum et ça va, c'est un pendulum quoi. La vie va te le renvoyer comme ça. Donc tu donnes, hop et ça revient du coup. C'est ce que j'ai fait moi. Donner avant de recevoir. Ouais. Donner beaucoup avant de recevoir. T'es obligé. Sur LinkedIn, t'es obligé. Après, sur Insta, c'est encore différent. Si déjà t'as une bonne autorité, une bonne notoriété, c'est différent, tu vois. Comme t'as dit, tu vois. Une personne qu'au-dessus un peu de tout le monde dans la niche, tu vois, elle peut se permettre de pas répondre, c'est pas grave, tu vois. Que toi, si tu te perds, tu vois, on va direct, ton image, elle a impacté direct, tu vois. Donc non, je pense que tu as tout dit. Eh ben, je pense que si t'as pas. Et toi, du coup, si tu devais donner les 2 trucs. Moi, alors différent de toi, une chose à faire dès maintenant, une chose à arrêter dès maintenant. Vas-y, je trouve c'est la question pas mal, ouais, donc. Alors moi, je vais être plutôt côté business, tu vois, puisque c'est un peu, c'est un peu ce que je fais, tu vois, de l'accompagnement. Prospecter sur LinkedIn, parce qu'il y en a beaucoup qui délaissent la prospection. Ils pensent que les personnes encore en 2026 vont venir vers eux s'ils créent du contenu ou s'ils sont présentes. Ah non. Arrêtez de penser à ça. Là, c'est plutôt arrêtez de penser que les personnes vont venir vers vous parce qu'elles ne viendront pas vers vous. C'est à vous d'aller vers eux. Quand vous commencerez à avoir une plus grosse notoriété, une plus grosse autorité, à la rigueur, ça peut le faire. Mais avant ça, surtout si vous êtes au départ, non. Allez prospecter, c'est hyper important. 30 à 50 messages minimum par jour, c'est ce que je conseille. Et une chose à faire dès maintenant, que j'avais en tête et que je viens d'oublier. Mince. Une chose à faire dès maintenant, créer du contenu. Non, ça c'est hyper important. Ayez un personal branding. Créez votre branding sur LinkedIn, c'est hyper important pour augmenter votre visibilité. Alors je dis pas ça parce que ça fait aussi partie de mon accompagnement. On vous refait votre branding totalement de A à Z. Donc offert par Luther, tu vois, un designer. On vous l'offre totalement, tu vois. Et moi, pendant longtemps, je l'ai sous-estimé. Luther me l'a dit, il me l'a répété, il m'a dit c'est hyper important, ça a boosté ta visibilité. Moi, je me suis dit, il va me vendre quelque chose, même si je le connais, il va me vendre quelque chose, tu vois. Puis je me suis dit, si je le mets dans mon accompagnement, de l'offrir à mes élèves, je suis obligé de le tester, tu vois. Donc je l'ai pris, je l'ai laissé faire, Luther, il m'a refait ma bannière, photo de profil, tout mon profil LinkedIn, que j'ai mis aussi sur YouTube, que j'ai mis aussi sur Instagram. Je suis passé de 1400 vues de profil. Là, je crois que j'étais à 3300 ce matin, en 3 mois. C'est énorme. Plus de 2000 vues de profil par mois, c'est énorme. Donc une chose à arrêter, de penser que les personnes vont venir vers vous et qu'il ne faut pas les prospecter. Ça, c'est une erreur fondamentale si vous voulez que votre business fonctionne. Et quelque chose à faire dès maintenant à la fin de ce podcast live, allez vous refaire une personal brand ou alors allez prendre quelqu'un, que ce soit Luther ou un autre, on s'en fiche, mais il faut que vraiment que votre image soit positive et que vous ayez une belle image sur votre profil. Ça va booster votre visibilité. Donc conseil supplémentaire pour LinkedIn. Je pense qu'on aura fait le tour. Hein. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, si vous avez des questions, moi je suis assez disponible par message, donc ceux qui regardent moi de même derrière ou quoi, n'hésitez pas. Moi de même, ou Insta, etc. N'hésitez pas à aller vous abonner à Yanis sur tous ses réseaux. De toute façon, c'est YouTube
LinkedIn, à Ouais, vous abonner LinkedIn, à moi au passage. Il y aura bien sûr ce podcast sur YouTube, donc allez le voir sur YouTube. Et puis bah voilà, on va se retrouver dans un autre podcast parce que là j'enchaîne les lives, j'en ai un dans 2 jours. Live podcast, j'en ai pas mal, donc n'hésitez pas à venir. Et puis j'espère qu'on refera un autre épisode avec Yanis plus tard dans l'année. En tout cas, c'était ravi de te recevoir dans ce podcast. Et puis bah je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt.